Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV, qui comme vous le savez déjà est un canal éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et comme tous les jours de la semaine, on va faire un crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time pour le EOS, le Quantum, le Verge, le Lisk et pour l'utilisateur crypto BTC, on va rajouter le Nano vu qu'il m'a demandé de faire une analyse sur le Nano. Donc on va regarder tout cela et on va regarder aussi une petite pièce d'information donc de news concernant ces 5 cryptos que l'on va regarder aujourd'hui et ensuite on va aller regarder, on va faire une analyse technique et du price action, donc on va regarder ces 5 cryptos face au dollar américain. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais faire ici au niveau des analyses du price action, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le prix, on va discuter du prix. Tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, pour les raisons de cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est le EOS, le Quantum, le Verge, le Lisk et le Nano. Donc, soyez sûr d'avoir fait vos propres analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer quelques trades que ce soit. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Et aussi, avant de commencer, donc là, pour Crypto BTC, donc pour toi, on va rajouter le Nano. Donc, on va regarder un peu d'analyse technique et du price action par rapport à ça. Et avant de commencer aussi, je vais répondre à une question de monsieur J. Charles Ness qui avait parlé un peu, comment dirais-je, de son approche de trade, qui tradait une crypto face à une autre et il m'a demandé mon opinion, mon avis par rapport à ça. Donc là, comme je dis, chacun fait comment dirais-je, chacun son système, chacun sa stratégie ou on va dire du moins son approche, ok. Donc lorsque toi tu as ton approche, si tu te rends compte que ton approche n'est pas complète, il faut revoir tout ce que tu es en train de faire, mais vraiment il faut que ton approche soit solide, concrète et que déjà l'approche que tu as eue t'a permis déjà de comment dirais-je, de générer des gains. Donc moi ici ce que je vais faire, c'est ce que je vais discuter moi personnellement de ce que moi je fais et du pourquoi je fais ce que je fais. Donc toi il y a un raisonnement, il y a même pas une thèse, il y a un raisonnement et quelque chose de solide derrière qui m'a permis de toujours générer des gains depuis X temps et réellement expliquer le pourquoi du comment je fais ce que je fais. Donc là, on va y revenir avant de commencer, ok? Donc voilà. Et bien sûr aussi, petit message pour toute personne qui serait novice et pour tous ceux qui croiseraient mon canal YouTube pour la première fois. Comme vous pouvez le voir ici en archive dans le canal YouTube, on a énormément de comment dirais-je, de matériel en archive, principalement pourquoi? Numéro un, c'est pensé pour toute personne qui est novice, pour toute personne qui porte un intérêt à tout ce qui est investissement et principalement ici, comment dirais-je, tous ceux qui ont été attirés dans l'univers du trading via les cryptos. Donc ici en archive au canal, sur mon canal YouTube. Et comme vous pouvez le voir ici, on est sur la page internet le www.jctum.com. On a énormément de vidéos en archive que vous allez pouvoir consulter et qui vont vous aider principalement à penser pour vous inspirer et pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Donc comme vous le voyez, tous les jours de la semaine, on fait une crypto différente. Pourquoi? Comme ça au moins on a un suivi concret. On va pas dans tous les sens. Donc on prend une crypto, on regarde d'où elle vient, où on est aujourd'hui et quelles sont les projections et on analyse techniquement. On analyse aussi le price action et en même temps on ramène toujours des pièces d'information. Pourquoi? Parce que cela est important au niveau des catalystes et je discute souvent avec vous toujours un thème fondamental pour voir réellement quelles sont les raisons de ces mouvements. Donc, vous voyez qu'on a toujours une métrique fondamentale. Sur base de cette métrique fondamentale, on aura toujours un parallèle dans le prix. Donc, notre but à nous, lorsqu'on est en train de faire du trade, donc lorsque vous voulez trader et investir, c'est analyser des projets. Dans ce cas-ci, les cryptos, ce sont des projets, ce sont des startups. Évaluer ces projets sur une base de métriques. Et ensuite, c'est quoi? Anticiper, si tiens, ce projet, là, il promet à 2, 3, 4 ou 5 ans. Voilà, je vais prendre du risque, donc je vais mettre X% de mon patrimoine ou de mon capital pour ce projet en espérant un retour dans le futur. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'anticiper comment dirais-je, le futur mouvement. Mais bien sûr, dans ce cas-ci, c'est aussi donc qu'il y a un retour par rapport à ce que vous êtes en train de faire, oui, et non suivre les médias, le buzz, ce que la masse est en train de faire parce que le taximan ou le barman ou le boulanger est en train d'en parler. Et oui, c'est une personne que j'aime bien. Ah oui, c'était cool. Non. Et je rentre, là, c'est ce qui fait des catastrophes. Donc, comme beaucoup de gens maintenant, qui a cette grosse masse médiatique et que le Bitcoin, principalement, donc si on parle du Bitcoin ici, qui accapare tous les médias. Et donc, imaginez-vous les gens qui sont rentrés à 20 000. Et donc, vous voyez exactement où vous en êtes là maintenant. Donc, non. Donc, vous voyez de tout lorsque l'on vient opérer. Et rappelez-vous, comme je vous le dis souvent,
Le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr vraiment de prendre vos décisions toujours sur base d'éducation financière et donc de comprendre ce que vous faites, donc comprendre les concepts et les mécanismes. Donc, et ça, c'est très 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 important. Donc dans le canal ici, vous allez avoir énormément de ressources qui vont vous permettre de, avec ce que je suis en train de partager au quotidien en 1 heure, c'est pas assez pour pouvoir réellement comprendre tous les concepts et les mécanismes, mais au moins on y va petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et donc ça, c'est réellement pensé pour pouvoir vous inspirer, ben, vous qui êtes novice, vous qui commencez, ou vous qui portez un intérêt quelconque via les cryptos, bien qui avez été attiré dans l'univers du trading via les cryptos. Donc là, vous avez énormément de choses, et en plus de ça, il y a des services et des solutions, mais là, on y reviendra en fin d'émission. Ok? Donc là, on va directement, nous, à ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on a dit qu'on allait commencer directement avec ces cryptos-là. Donc pour Crypto BTC, je le rappelle pour toi, je rajoute le nano, et pour J-Charles Ness, on va, avant d'aller au trading, on va réellement faire une petite pause. Donc on va prendre la feuille blanche et on va réellement établir cela. Donc on va prendre la petite leçon du jour. Donc pour bien finir la semaine, on va prendre une petite leçon au niveau du trading, on va dire crypto au lieu de crypto fiat. Donc je vais expliquer un peu deux trois petites choses là-dessus. Donc maintenant, directement, allons regarder les cryptos qui nous intéressent. Premièrement, commençons par le Bitcoin. Prenons le Bitcoin comme un indicateur. Donc on voit le prix du Bitcoin à les 10 000. Vous voyez qu'on était monté près des 11 000. Ensuite, on avait atteint les 11 000. Ensuite, on est redescendu. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette phase latérale, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous voyez le prix, on est dans les 10 140. Vous voyez maintenant, on est monté fort. Donc on avait une résistance et maintenant on retourne vers le support ici. Et si vous le voyez là maintenant, juste le prix. Donc ça c'est des plus petites unités de temps, je pense que c'est des graphiques sur base de graphiques horaires. Ici, qu'est-ce qu'on a? Enfin, vous voyez les 7 derniers jours. Qu'est-ce que l'on a ici? On a une épaule, tête, épaule. Donc vous voyez clairement, on avait un canal haussier, on a brisé ce canal-là et là on est en train de descendre directement. Donc là vous voyez que on a un patron épaule, tête, épaule qui est en train de se redessiner. Et là maintenant, donc là on redevient baissier, on rebondit ici sur ce qu'est, comment dirais-je, ce support. Mais comment dirais-je, vous voyez clairement que ça nous trace quoi? Un canal baissier. On fait du A, B, C, D et là on retourne vers la résistance et on pourra encore continuer à aller plus bas. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette grosse tendance baissière. Donc ça c'est par rapport au Bitcoin et vous voyez que tout l'écosystème a suivi. Directement après, qu'est-ce que l'on a nous? Ici, vous voyez qu'on a un nouveau venu, hein, le Huobi token que je ne connaissais pas, mais bon, voilà, il est là. Et on a quoi aujourd'hui? EOS. EOS en 8e position, le prix 8,3 dollars américains, market cap 8,3 milliards de dollars américains. Et vous voyez que on est à la baisse. Dans la semaine, c'était une semaine baissière. Et aujourd'hui, on est en train de rebondir un peu, près de 6,4%. Ensuite, on a le Quantum. Où est Quantum exactement? Donc le Quantum, où es-tu? Voilà, 27e position ici, 26,20$, market cap 2,6 milliards de dollars, vous voyez à la baisse aussi et qui rebondit comme le EOS. Ensuite, on avait le Verge et je pense qu'il est un peu plus haut ou un peu plus bas, on va regarder. Voilà, Verge ici en 34e position. Là, je suis en train de lire dans l'ordre, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres cryptos qui étaient un peu plus haut, mais on va y revenir. Le Verge ici en 34e position, ça vaut 6 cents de dollars américains. En dessous, on est en dessous du milliard, donc on est exactement à 910 millions de dollars. Et vous voyez, on a cette résistance en haut, ce support en bas, on est sur le support et on rebondit un peu plus haut. Donc vous voyez que tout l'écosystème a été touché et on est à 5,4%. Et on va terminer avec le LISC qu'on rajoute en bonus aujourd'hui et le Nano. Donc le LISC, c'était pour Johan, hein, qui avait demandé le LISC. Donc voilà, je le maintiens pour avoir un bon suivi. Donc LISC ici 22e position, le prix 22,14 dollars américains, market cap 3,5 milliards de dollars. Avec la même chose, on avait la résistance, on est descendu ici, on est au niveau du support et là on remonte timidement, donc 2,26%. On voit que c'est très rouge partout. Et le nouveau venu qu'on va rajouter aujourd'hui, c'est le Nano. Et ouais, le Nano, je pense que je l'ai vu un peu plus haut. Si je me trompe pas, voilà, Nano ici, le XRB, vous voyez qui a atteint la 10e position, qui a atteint le top 10, le prix 10 dollars américains, 10,5 exactement, market cap 1,4 milliards de dollars. On avait une résistance ici, on a atteint un support et là maintenant on est en train de redécoller. Et là ici, et clairement dans les 7 derniers jours, on est en train de voir un patron, il y a un patron qui s'est dessiné et clairement c'est l'épaule. On a la tête et ici l'épaule. Donc ouais, là on est là et on redécolle. Et avec le Nano, il y a une news, hein. Donc il y avait une news sur le Nano qui avait été donnée et on va la lire maintenant. Donc là, rapidement, on a vu premièrement ce que sont toutes ces cryptos, comment elles sont classées, comment elles sont en train d'évoluer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi?
pour ne pas perdre le fil, vu qu'on a parlé de ça, on va directement donner les news sur toutes les cryptos que l'on a vues ici. Et ensuite, on va aller répondre à la question de J. Charles Ness. Et ensuite, on va attaquer l'analyse technique et le price action. Bon, number one, on avait EOS. EOS, la petite news qu'il y a ici, rappelez-vous que EOS, c'est quoi? C'est un concurrent d'Ethereum, donc c'est des applications décentralisées, donc c'est un blockchain, principalement comme l'Ethereum, donc smart contracts, ainsi de suite. Et maintenant, EOS est en train, comment dirais-je, d'amener de l'évolution dans ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de pousser plus loin dans le développement et dans l'évolution de leur protocole blockchain. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi? Ben, c'est de pousser la nouvelle ère des applications décentralisées, donc principalement tout ce qui est sur smart contracts, ainsi de suite. Donc EOS est une infrastructure et ça permet à des startups et n'importe qui de créer des business models sur leur protocole blockchain. Donc c'est ça hein, en gros donc comme fait Ethereum exactement. Vous voyez. Et donc là maintenant, vous voyez qu'on est en train de parler de EOS, donc EOS est en train d'améliorer sa plateforme et le but c'est quoi qu'on voit ici, EOS est en train de chercher à supplanter, donc on va dire à détrôner l'Ethereum comme étant le blockchain de choix pour tout ce qui est la création d'applications décentralisées. Donc tout simplement c'est ça. Et donc là ici l'auteur de l'article est en train d'expliquer ce cas de fait et sur base de quoi, de 10 facteurs clés de l'évolution et du développement de la plateforme EOS. Donc là voilà, donc là en train de soutenir tout cela et donc vous voyez que EOS est un concurrent très sérieux donc par rapport à ça. Donc, vous voyez que là EOS est en train de faire des gros avancements par rapport à ça. Maintenant on va à une autre plateforme blockchain, donc le Quantum, et Quantum est en train, ça c'est la news qui est avec le Quantum. Il y a un prochain fork, donc une prochaine bifurcation qui va arriver au bloc numéro 100 000 et il rappelle à tous ces utilisateurs de quoi d'actualiser leur wallet. C'est pas pourquoi lorsqu'il y a des forks, ouais, que si vous avez vos private keys, donc vos clés privées et que vous avez du Quantum en wallet, eh ben lorsqu'il y a des bifurcations, ben il y a un certain ratio, donc vous pouvez recevoir, je sais pas comment ils vont appeler le nouveau Quantum qu'ils vont faire, donc cette nouvelle bifurcation là, ben si vous avez du Quantum dans vos wallets, eh ben vous allez recevoir ben, le nouveau Quantum. Un exemple, j'ai un des wallets que j'ai, c'est un wallet blockchain et j'avais du Bitcoin dedans. Enfin, j'en ai toujours. Et la chose qu'il y a eu, c'est quoi? Ben, lorsqu'il y a eu la bifurcation pour créer le Bitcoin Cash, ben, tous ceux qui avaient leur private keys, donc qui stockaient hein, des Bitcoins dans leur wallet, ben, on a reçu, il y a un certain ratio, et on a reçu, ben, j'ai reçu du Bitcoin Cash comme ça, gratos. Donc voilà. Ok, donc là, c'est exactement la même chose qui va se passer. Maintenant, on va au Verge. Et au Verge, donc le XVG, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on est en train de parler un peu de l'évolution du prix et quels sont réellement comment dirais-je, les plans. Hein. Qu'est-ce que le Verge réellement est en train d'amener? Que va-t-il ramener réellement? Quelles sont les choses fortes que le Verge va faire en 2018? Donc voilà, ils sont en train de parler un peu de tout ça ici dans cet article. Et réellement, un des trucs les plus forts que le Verge va ramener, c'est quoi? C'est qu'ils vont lancer leur Tor. Donc Tor, c'est quoi? C'est un wallet, donc un portefeuille basé sur Android et donc ça va faire vraiment pas mal de choses donc comme on dit ici avec des fonctionnalités de transaction et ainsi de suite donc pour pouvoir aller encore bien plus vite donc améliorer réellement ce qu'ils sont en train de faire donc au niveau de la sécurité, rapidité des transactions et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça c'est les gros développements qu'il va y avoir maintenant en 2018. Donc vous voyez bon là c'est déjà on va dire que ça commence. Donc vous voyez que par rapport à ça on avait vu qu'il y avait le prix du Verge était fort tombé et donc là maintenant on va voir maintenant comment est-ce que ça va remonter. Donc ouais, là ici son prix avait atteint les 20 cents, maintenant bon ouais, on a des niveaux relativement bas et ben maintenant on verra exactement ben, comment est-ce que le Verge ben, avec tout ce qu'il va faire, donc que maintenant c'est ça, hein, le capital va être injecté sur base de choses factuelles, donc évolution, faits et des cas concrets au niveau de l'utilité et au niveau ben, du quotidien. Donc vraiment qu'il y ait vraiment une acceptation dans l'économie et qu'il y ait vraiment un impact et donc là c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, le Verge est en train de se préparer par rapport à cela. Donc là, c'était la news avec le Verge. Maintenant, on va au Lisk. Et Lisk, quelle news y a-t-il eu? Ben, Lisk, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de refaire un nouveau redesign et un relaunch. Donc, c'est-à-dire un relancement de tout ce qu'ils avaient, de tous leurs projets. Et ça va commencer par quoi? Ben, déjà, l'amélioration de leur réseau. Vous voyez, le Lisk ici a tenu, comment dirais-je, un événement à Berlin et dans lequel ben, le propre CEO est en train de parler réellement de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc relancer complètement
vous voyez ici, donc comme on dit ici, quoi, la startup a dit qu'elle va carrément refaire un tout nouveau design de son wallet et de son dashboard, donc de tout ce qui concerne réellement l'application, le programme, donc le software, ainsi de suite, l'utilité, l'approche par rapport au client, donc faciliter pas mal de choses. Donc voilà en gros ce que Lisk est en train de faire, donc vraiment un lifting, hein, donc un facelifting complètement réellement tout rechanger et tout améliorer. Et encore ici, comment dirais-je, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est les composants, comme vous le voyez ici, au niveau de, comment dirais-je, de l'utilité, du protocole Lisk, de leur blockchain, ainsi de suite, améliorer pas mal de choses et réellement être en train de changer beaucoup de choses, mais le tout pour le mieux et faciliter l'accessibilité. Donc là, ils sont en train d'expliquer exactement ce qu'ils sont en train de faire et aussi leur fondation a décidé aussi de commencer à donner, comment dirais-je, de l'éducation. Donc éduquer un peu les personnes au sujet du blockchain et qu'est-ce que c'est, les cryptos et ainsi de suite et de l'utilité. Donc de ne pas en avoir peur. Donc rappelez-vous, ici on est vraiment dans les débuts. Hein. Lorsqu'il y avait Internet, vous voyez tout le monde dire oh, Internet, oh j'ai pas confiance, mes données, oh comment est-ce que je vais avoir un email, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise les emails, on utilise les applications et ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose. Il faut que ça arrive dans les consciences du grand public, donc des masses. Et réellement, le tout est fait sur base d'éducation pour montrer, voilà, cette chose ne mord pas. Et ça va révolutionner le monde de demain. Donc voilà, donc ça, ce sont des initiatives qui viennent de la part de l'équipe du Lisk. Et pour finir avec le nano. Avec le nano, qu'est-ce que l'on a? Nano est quelque chose de très 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 curieux. C'est que durant la grosse baisse qu'on a vue dans les dernières 48 heures, donc ouais, qu'il y avait une baisse massive, hein, toutes les cryptos, même le Bitcoin était en dessous des 10 000 et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'on a vu pendant ce temps? Le nano était en train de monter et de gagner. Mais maintenant, nano a une particularité. Il faut comprendre c'est quoi nano. Donc nano, pour faire court, c'est un... Bon, je ne suivais pas la crypto, donc je l'ai regardé rapidement. Et ce que j'ai vu, comme ils expliquent ici dans l'article, nano, c'est quoi? Nano, c'est ce qu'est en train de faire le Bitcoin, mais en mieux. Tout simplement, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est utilité, rapidité dans les transactions, validité des transactions, sécurité au niveau de la privacité. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais faire une transaction, que tout soit vérifiable rapidement et ainsi de suite, et que ça aille vite et à faible coût. Nano, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, Nano a une particularité, c'est que le Nano ne se mine pas. Donc, il ne faut pas d'activité minière pour le nano. Rappelez-vous que les mineurs sont ceux qui valident les transactions, mais dans ce cas-ci, non. Dans ce cas-ci, comment sont créés, on va dire, des nouveaux nanos? Comment est-ce que des nouveaux nanos rentrent en circulation lorsque deux parties sont en train d'utiliser? Donc, un exemple, hein, rapidement, on va en dessiner un. Si Alain et moi, Serge, on décide de faire une transaction, le fait de faire une transaction, donc voilà, lui va me vendre quelque chose et moi, je vais lui payer pour quelque chose, et là, il y a un nano qui est créé. Donc le nano, c'est les XRB, un XRB est créé. Donc à chaque fois qu'il y a des utilisateurs, que les utilisateurs sont en train d'utiliser le nano pour faire, lorsqu'une transaction qui est faite entre deux utilisateurs, il y a un nano qui est créé. Donc ça, c'est la particularité qu'ils ont eu. Pourquoi? Pour éviter tous ces problèmes, les problèmes que l'on rencontre maintenant, la taille des blocs, et les mineurs ici, les mineurs gagnent trop, les mineurs aussi, les mineurs ça va si, le temps que ma transaction soit faite. Donc si c'est une nano ou une micro transaction qui est faite, donc à dire que j'ai envie d'envoyer 10 euros via Bitcoin, c'est pas intéressant pour un mineur de faire du travail sur cette opération. Pourquoi? Parce qu'il ne gagne rien. Donc il préfère valider les transactions à 100 000, enfin 10 000 et plus. Pourquoi? Parce que là-dedans, ils ont un petit pourcentage à gagner. Mais vous voyez que c'est ça. Donc après, c'est des conflits d'intérêts. Mais le nano a complètement évité cela. Donc il dit voilà, nous on va éviter ce problème-là. Nous on veut que, d'où le nom nano, donc on puisse faire des microtransactions. Donc imaginez-vous, voilà quoi, j'ai acheté un truc deuxième main à Alain pour 5 euros, je dois être capable de pouvoir faire ma transaction de 5 euros. Parce que c'est ça l'utilité, réellement le cas, ce que l'on veut des cryptos. Surtout ici, je parle des cryptos monétaires, des cryptos qui pensent remplacer les monnaies fiat, donc les monnaies fiduciaires, c'est ça. On doit pouvoir faire des microtransactions allant de 50 cents à ce que vous voulez. Donc des cas d'utilité réelle au quotidien. Imaginez-vous je sais pas moi, vous avez ceux qui ont des enfants, votre enfant veut acheter des bonbons, il veut acheter pour 2,50 € de bonbons, il doit être capable de pouvoir faire une nanotransaction de 2,50 € et payer au commerce, donc au commerçant qui va lui vendre des bonbons directement de manière instantanée. Donc c'est ça la chose. Mais maintenant ici, voilà, le nano a ses particularités. Et donc, voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y avait toute cette baisse, la baisse qui a touché l'écosystème crypto dans les dernières 24 heures, hier et avant-hier, nano, lui, non, était en train de monter de 20-25%. Donc là, c'était quelque chose d'assez curieux. Moi, je l'ai vu en regardant le ranking. Je me dis, tiens, c'est quoi nano? Justement, maintenant, on m'en parle. Donc là, je vous invite, vous, à faire un peu plus d'analyse, aller un peu plus loin dans vos recherches. Moi, je vais préparer une émission spéciale, comme j'étais en train de faire pour le Tether. Le Tether, rappelez-vous,
Je l'ai déjà fait, elle est pratiquement complétée. Il y a juste quelques profils des directeurs de la compagnie que je n'arrive pas à trouver. Donc, ouais, il y a pas mal de personnes qui ont les mêmes noms, les mêmes similitudes, mais vu qu'il n'y a pas de photo, on ne sait pas exactement qui c'est. Et donc, je pense que je vais clôturer là où je suis. Et donc là, j'en ferai une émission où je l'inclurai. Non, je pense plutôt que je vais faire une émission spéciale et uniquement sur le Tether. Et ben, je pense que dans la même émission, ben, je rajouterai aussi le nano pour pouvoir ramener un peu plus d'informations. Et donc voilà. Donc voilà en gros ce que c'est que le nano. Voilà en gros les news qu'il y avait eu maintenant sur toutes ces cryptos. Donc là, c'est les 5 cryptos que nous on va regarder maintenant. Donc on a donné les news. Après on va aller maintenant, on va passer directement à la partie trade et price action, enfin analyse technique et price action. Mais avant ça, on va répondre à la question de J. Charles Ness. Pourquoi? Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions stupides. Et toute question qui est posée, ben, vu qu'elles sont partagées ici directement sur YouTube, ça peut aider des membres de la communauté ici et les abonnés du canal YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent et il y a pas mal de concepts et de mécanismes qui échappent à beaucoup de personnes. Donc la question de l'un bah, peut aider toute la communauté. Ok? Donc là, on va répondre à sa question. Et sa question, c'était quoi? Ben, lui, comme il me disait, donc J. me disait que, bon là je vais m'adresser à toi directement, donc comme tu me disais, bon, je me permets aussi de te tutoyer à travers la vidéo, tu me disais que toi tu avais une stratégie où tu tradais une crypto par rapport à une autre. Donc on va mettre ça en évidence et on va réellement comprendre les raisonnements. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, surtout ici dans le cas du trade, bah, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc là, tu es en train de trader deux cryptos par rapport à une autre et on va utiliser deux exemples. Hein. Donc ici sur le côté, on va utiliser un exemple aussi, par exemple à l'euro-dollar ou le dollar yen qui est une paire fortement connue. Et après, je vais venir encore avec d'autres exemples. Hein. Donc, un exemple, par exemple, après une compagnie que moi je trade, que je suis beaucoup, donc c'est Apple. Et maintenant, quand je trade Apple, ben, principalement, je la trade par rapport au dollar. Et on va faire aussi la différence, par exemple, dire que je vais trader Apple face à une autre compagnie qui peut être Samsung, par exemple. OK? Donc voilà. Numéro un, on va se focaliser ici sur ce que c'est que cela. Donc là, on va prendre une autre couleur pour bien dessiner ça et mettre les choses en évidence. Lorsque toi, tu es en train de trader le Bitcoin face à l'Ethereum, c'est quoi? Tu es en train de prendre une crypto. Donc, une crypto, c'est une startup, donc c'est un projet. Donc, tu es en train de trader un projet contre un autre projet. Ok? Ne pas oublier que les deux font partie de quoi? De l'écosystème crypto. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi quand tu fais le Bitcoin face à l'Ethereum. Donc, on va prendre une autre couleur ici pour bien mettre ça en évidence. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, lorsque tu vois ça, et on va dire que toi, tu vas avoir du Bitcoin face à l'Ethereum, ce que tu es en train de faire, tu fais un buy, donc tu achètes le Bitcoin, et d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais? Tu sell l'Ethereum. Un autre cas, par exemple, moi, si j'ai envie de rentrer dans l'euro-dollar, que après mes analyses fondamentales, bah, je détermine que, bah, tiens, que l'euro, il est fort, bah, pour le moment, c'est quoi la chose? Eh ben, j'achète l'euro et je vends le dollar. Donc, pour le moment, vous voyez qu'on voit le dollar qui est fortement bas et on voit l'euro qui est haut. Et donc, d'un autre côté, ici, ce serait quoi? Bah, ce serait la même chose ici. Hein. Par exemple, ici, si c'est celle, dans le cas de dollar yen, dans les conditions actuelles, ce serait quoi? Ben, on aurait un sell du dollar américain et ce serait un buy du japonese yen. Le yen serait plus haut. Maintenant, oui, ça c'est la similitude avec le forex. Rappelez-vous, beaucoup de personnes parlent des cryptos et on en fait un parallèle. Oui, les cryptos sont les nouvelles devises et vont remplacer les devises fiat de demain. Bah, ça c'est les devises fiat, ça c'est les devises fiat d'aujourd'hui et ça c'est des potentielles devises fiat de demain. Déjà ici, il y a déjà un gros problème. Pourquoi? Parce que ici, ce sont deux projets complètement différents. Tu vois, ici c'est une monnaie nationale qui est utilisée dans la zone euro, donc dans les 28 pays qui constituent la zone euro. Et là, c'est le dollar américain qui est la devise réserve mondiale et qui est utilisée aux États-Unis. Dans le cas de l'euro, on sait qui est derrière, c'est le gouvernement européen, donc Bruxelles, M. Juncker et M. Mario Draghi qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne. On sait ce qu'ils font. On connaît le gouvernement européen et on connaît la Banque Centrale Européenne. On a les taux d'inflation, on a les types d'intérêts qui sont négatifs, on a du moins 0,4% exactement et on a toutes les informations au sujet de la masse monétaire, donc le M0, M1, M2 et M3. Donc la masse monétaire, l'argent dans les dépôts bancaires, l'argent en circulation et ainsi de suite. Donc là, tout ça on a. Donc on a toute une sorte de paramètres et de métriques fondamentales macroéconomiques qui nous permettent de déterminer l'issue et le prix et la valeur de l'euro. On a la zone euro a, comment dirais-je, un PIB, hein, donc un produit intérieur brut, donc on sait exactement c'est quoi et on sait exactement l'euro il est utilisé où, il est utilisé comment, les pays qui sont en surplus et les pays qui sont en déficit. Donc les devises ont un aspect macroéconomique. Donc là, je le rappelle et je le dis encore, et là je l'explique clairement dans le module numéro 6, si je ne me trompe pas des vidéos modules. Là, c'est quoi? Lorsqu'on touche au Forex, on touche à la macroéconomie. Donc,
Avant de revenir sur les cryptos, je vais aller dans mon exemple ici. Lorsqu'on va analyser un trade euro-dollar, vous devez bel et bien comprendre qu'il y a des facteurs qui influent l'euro, donc ce que je viens de citer, et en plus de ça, l'inflation, le taux de chômage, la croissance du PIB, la dette du pays, et ainsi de suite, leurs bons d'État, et ainsi de suite, donc le pourcentage de rendement des bons d'État lorsqu'ils arrivent à maturité, et ainsi de suite. Ça, c'est l'aspect macroéconomique de l'euro face au dollar. Donc maintenant, en déterminant ces aspects-là, et en plus, il faut rajouter les aspects commerciaux, donc les balances de commerce, et ainsi de suite, il faut comprendre quel pays est en surplus, quel pays est en déficit. Sur base de tout ça, moi, je prends une décision. Quand je vois ça, pour moi, l'euro, on va dire, il n'est pas où il est, ou le dollar est trop faible, ça va devoir changer ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, on va dire, c'est l'achat de l'euro. Donc, je décide de vendre mes euros. Pourquoi? On va dire d'acheter de l'euro et vendre mes dollars. Donc là, ça, c'est le raisonnement qu'il y a derrière. Ok, donc je sais que c'est beaucoup d'informations en très peu de temps, mais pour les raisons de cette vidéo, pour faire ça, on va dire, de manière concrète et compacte, voilà, ça c'est le raisonnement qu'il y a derrière ceci. Donc là, c'est le pourquoi du comment je viens prendre une position achat du dollar, achat de l'euro et vente du dollar. Ok, même chose ici, faiblesse du dollar, donc ce serait sell le dollar, donc je vendrai le dollar pour acheter du yen. Donc la même chose, le Japon c'est un pays, on a une banque centrale, monsieur Kuroda, il y a un gouvernement au Japon, il y a des taux d'inflation, on connaît la masse monétaire, l'argent en circulation, l'argent en dépôt bancaire, l'argent en crédit, et ainsi de suite. On sait tout ce qui est en train de se passer, l'inflation du pays, on sait où elle est, les taux d'intérêt japonais, on sait où ils sont aussi en négatif, donc l'argent est easy là-bas, donc là c'est facile d'acquérir de l'argent pour des investissements ou quoi que ce soit d'autre. On connaît les taux d'intérêt. Là, je l'ai déjà dit. Et ensuite, on connaît aussi la balance commerciale du Japon. Donc, on sait si le Japon est en surplus ou en déficit. Et ça influe directement sur la monnaie. Donc, ouais, là, on a toute une sorte de paramètres. Maintenant, lorsqu'on fait ceci, on doit faire la macroéconomie japonaise face à la macroéconomie américaine, nord-américaine, donc des États-Unis. Et sur base de cela, on va déterminer quelle monnaie va être plus forte qu'une autre. Vous voyez, là, c'est tout l'aspect fondamental et macroéconomique que l'on a. Et bien sûr, par rapport au cycle économique dans lequel on se trouve. Et par rapport à ça, une monnaie va s'apprécier par rapport à une autre. Donc ça, c'est mon raisonnement fondamental que j'ai ici sur base des monnaies. Ok, maintenant revenons rapidement ici. Si je prends les crypto-monnaies comme étant, on va dire, un possible remplacement des devises fiat, je dois pouvoir faire la même chose ici. On connaît le total d'inflation pour le Bitcoin, on sait que ça ne va pas dépasser les 21 millions et ainsi de suite et tout ça. Mais après, il y a d'autres problèmes. Je n'ai pas exactement les mêmes métriques que je retrouve ici. Il n'y a pas un gouvernement Bitcoin. L'inflation du Bitcoin, on peut dire que ça va pas dépasser les 21 millions. Mais maintenant, il y a la masse, donc le M0, M1, M2, M3. Ici, la masse totale de Bitcoin. Donc pour le moment, on est à moins de 17 millions de Bitcoin qui ont été minés. Mais maintenant, quelles sont les métriques qui vont me permettre d'évaluer la croissance, on va dire la montée du Bitcoin ou l'appréciation du Bitcoin par rapport à Ethereum. Rappelez-vous, je dis, au niveau des cryptos, il faut être créatif. Ici, pas créatif, mais il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici comme métrique? En plus, j'en parlais hier avec des clients lors de ma réunion. On a quoi? On a les wallets. Donc, création de wallet, on a la métrique, c'est quoi? Les transactions réellement qui sont faites. On peut dire quoi? Les cas concrets d'utilité au quotidien et au niveau du stock de valeur. Et on voit bien que ça, c'est très négatif. Pourquoi? Puisque c'est très coûteux et le Bitcoin a failli à ce niveau-là. Donc, au niveau de tout ce qui est stock de valeur, moyens d'échange au quotidien, ainsi de suite. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Les transactions sont lentes. La création des blocs est très lente. Le nombre de transactions, donc de TPS, donc les transactions par seconde qui peuvent être faites, c'est très loin derrière les transactions par seconde que peut effectuer Visa. Donc là, imaginez-vous si vous allez au Carrefour et que vous devez payer, qu'il faut attendre 2 jours pour que votre transaction soit validée. Donc vous n'allez pas rester 2 jours à la caisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou que votre facture d'électricité qui, on va dire, on est quoi, le 23 aujourd'hui, le 25, on va vous couper l'électricité si c'est pas payé aujourd'hui. Donc, pour quelque raison que ce soit, vous avez payé en retard. Mais vous pouvez aller maintenant faire un virement bancaire et c'est fait. Et envoyer une capture écran de la preuve de paiement et ça y est, c'est fait, c'est réglé. On va dire le 25, on va pas vous couper l'électricité, c'est-à-dire lundi. Mais si maintenant, imaginez-vous, vous voulez le faire en Bitcoin, il faudra attendre 2, voire 3 jours ou quoi que ce soit. Et si c'est une nano ou une micro-transaction, c'est pas intéressant pour les mineurs de valider ces transactions. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas leur cut, donc on va dire leur pourcentage dessus. Donc vous voyez, ça, ce sont les problèmes qu'il y a. Donc ça, c'est ce qu'il faut commencer à évaluer par rapport au Bitcoin. Maintenant, pareil par rapport à l'Ethereum. Mais ici, on a deux choses. Ici, on a une crypto qui se dit être monétaire et décentralisée. Et ici, on a un protocole, une plateforme sur laquelle on vient créer des applications décentralisées. Donc Ethereum n'est pas là pour être une devise ou être une monnaie. Ethereum
l'Ethereum est là pour être quoi? Comment dirais-je? Une infrastructure sur laquelle on vient créer des applications décentralisées. Donc oui, déjà, ça n'a rien à voir. Ces deux projets n'ont rien à voir. Maintenant, une autre métrique aussi qui peut être fortement utilisée hein, par rapport à ça pour évaluer ça, c'est les ICOs. Donc oui, les ICO. Donc combien de initial coin offerings sont faites et on va dire si moi je vais faire mon search coin, eh ben je demande du Bitcoin en échange. Vous voyez que souvent c'est du Bitcoin, de l'Ethereum. Maintenant, oui, beaucoup de personnes commencent à aller vers d'autres cryptos. Donc ça, c'est des métriques qui vont nous permettre de mesurer cela. Pourquoi je dis tout ça? Maintenant, lorsque tu es ici, lorsque toi, tu es en train d'opérer avec le Bitcoin et l'Ethereum, qu'est-ce qui va déterminer que tu vas vendre du Bitcoin pour acheter on va dire, acheter du Bitcoin et vendre de l'Ethereum? Lorsque, par exemple, comme on a vu dans les dernières 48 heures, tout l'écosystème crypto est en train d'aller à la baisse. Donc, comment est-ce que tu fais lorsque le Bitcoin, on a vu qu'il est en train de baisser et l'Ethereum aussi? On achète qui, on vend quoi? Donc, vous voyez que là, il commence à y avoir un problème. Parce qu'après, on achète qui et on vend quoi? Vous voyez que là, c'est très volatile. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui est assez stable. Donc là, on va voir des pertes de 20 ou 25% comme on a vu hier. Donc, ça passe de 10 000 à 8 000. Et si les deux cryptos sont en train de baisser. Donc, vous voyez, ça, c'est moi les questions que moi, je me pose. Par rapport à... non, pour en revenir à l'exemple ici, hein, euro-dollar. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dessinées à l'écran et que je vais quand même assez vite. Donc, par rapport à l'exemple que j'ai donné ici par rapport à l'euro-dollar, vous voyez qu'on a le temps de voir venir. Il y a des réunions de banque centrale, des choses qui sont rendues publiques. Et rappelez-vous, dans une des émissions au courant de la semaine, je parlais de ça d'un paquebot. Vous voyez une mouche, ça vole comme ceci, comme cela, mais vous voyez un paquebot, il doit prendre certaines phases avant de pouvoir faire demi-tour. Vous voyez donc le temps qu'il fasse ça, on le voit venir. Hein. Donc ça prend un mois à se faire. Et ça, c'est quoi? Les publications des données des banques centrales et des gouvernements, ce sont des données qui sont publiées mensuellement. Donc, ouais, ça prend un mois pour que ce mouvement se fasse, tandis que ce mouvement peut être fait dans une crypto en 1 heure ou en 15 minutes. Ça peut faire ça et ça directement. Donc, plus 10%, moins 100%, un exemple. OK? Donc ça, ce sont les métriques qu'il faut tenir en compte. Maintenant, pour en revenir concrètement à ton trading à toi, moi, c'est le raisonnement que j'ai. Lorsque je suis en train de faire du trading ici et que je vois une journée baissière comme il est dans les dernières 48 heures, je vends quoi, j'achète quoi. Donc c'est pour ça que moi, je ne traite pas les cryptos par rapport à une autre, je trade les cryptos par rapport à une fiat. Et donc là, je vais déjà effacer tout ce que j'ai ici et je vais venir à la dernière phase ici, qui est Apple, par exemple, face au dollar américain, pour que tu comprennes. Donc on a toujours notre exemple ici, Bitcoin face à Ethereum. Donc moi, à un moment donné, lorsque je vois des grosses baisses, ma question est qu'est-ce qui est un buy et qu'est-ce qui est un sell? Donc là, oui, c'est quoi? Ça me demande beaucoup trop de travail. Et maintenant, ces cryptos sont encore dans une phase embryonnaire. C'est pas encore assez établi, surtout lorsqu'on a une crypto ici qui est monétaire d'un côté. Donc ça, c'est censé être du cash. Et ça, c'est quoi? Ça, ce sont pour des dApps, donc pour des applications décentralisées. Donc vous voyez que déjà, la nature des deux est complètement différente. Maintenant ici, je vais en revenir à mon exemple que je t'avais donné au début. Lorsque je suis en train de parler de Apple, par exemple, face au dollar américain. Ici, le trade, on le comprend. Apple, on sait que c'est une compagnie qui est dans les BC. Donc BC, c'est les biens de consommation plus de la technologie. Qu'est-ce que Apple nous vend? On a, par exemple, le iPhone X. Donc on comprend ici que c'est quoi? Que les personnes sont prêtes à sell. Donc je suis prêt à échanger mon dollar américain ou mon euro, peu importe. Donc sell de ceci pour un buy ici, pour acheter Apple et l'un de ses produits. Donc là, tu le comprends. Tous les jours, on fait un trade. Lorsque tu vas au supermarché, tu échanges les euros que tu as dans ta poche contre des pommes de terre, de l'eau ou une bière au bar ou quoi que ce soit, ou un ticket de cinéma ou de l'essence. C'est quoi? Ta monnaie te sert à payer pour des biens et donc des biens et des services. Dans ce cas-ci, un bien, le iPhone. Donc maintenant, si je reste ici en termes de trading, mon trade est le suivant. Donc AAPL face au dollar américain ou ça peut être face à l'euro. Mon trade, c'est quoi? C'est j'achète Apple et d'un autre côté, je vends ma monnaie fiat. Donc là, c'est un trade qui est concret. Pourquoi ma monnaie fiat est bien plus stable? Pour le moment, on a l'euro qui est au 1,23 des poussières. Donc vous voyez, le PIP, hein, donc comme on appelle l'unité de mesure ici, c'est le 4e décimal. Donc vous voyez, ce sont des choses qui, rappelez-vous, le paquebot, ça met du temps à bouger. Donc ça va fluctuer, oui, mais pas aussi violemment que les cryptos qui peuvent fluctuer comme on a vu 25% d'une journée. Donc la monnaie est quand même assez stable. Donc j'ai le temps, moi, de faire mon opération dans un mois, 2, 3 mois, dans un trimestre, d'avoir mis par exemple le prix d'Apple où il est maintenant, donc aux alentours des 160 dollars, et estimer aller à la hausse aux 170 dollars et sortir de là. Donc avoir empoché 10 dollars. Maintenant, si j'ai 10, 15, 20, 30, 50 actions, ok, donc j'ai le temps de voir venir. Mais avec les cryptos, c'est très rapide. Vous voyez, donc là, et tu dois vraiment penser à ça, donc te faire ton raisonnement dans la tête et voir si ton raisonnement il tient la route.
Maintenant, une chose aussi qu'il y a par rapport à ton raisonnement, si tu vois que ton raisonnement et ce que tu es en train de faire et ta stratégie et ton approche ne tient pas la route, il y a un dicton qu'on dit à Wall Street, c'est quoi? C'est scary money never wins. Donc, c'est-à-dire que l'argent effrayé ne gagne pas. Pourquoi? Quand tu mets de l'argent et que tu es effrayé, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr à 100% de ce que tu as fait, n'importe quel coup de vent ou si le marché éternue, toi t'attrapes une grippe et donc tu prends une mauvaise décision, pardon. Tandis que lorsque tu as fait ton travail fondamental, ton travail technique et que tu comprends les métriques et le pourquoi, le comment est-ce que tu t'exposes au Bitcoin, on va dire par rapport à l'Ethereum, que c'est clair dans ta tête, et ben là tu sais dans quoi, donc tu sais dans quelles eaux tu es en train d'essayer de naviguer. Donc là il n'y a aucun problème, tu sais qu'il y a des tempêtes, il y a des orages, ainsi de suite, mais tu vas traverser cet océan. Donc c'est comme rentrer dans le triangle des Bermudes. Si t'es pas, si t'as pas les conditions optimales et à dire l'infrastructure qu'il te faut pour traverser le triangle des Bermudes, eh ben c'est chaud. Donc là c'est exactement la même chose ici. Ok. Donc là voilà. Ça c'est ça en gros, mais il faut comprendre que les devises, surtout lorsqu'on parle par exemple du Bitcoin face à l'Ethereum, ce sont déjà des actifs qui sont très volatiles. Et la volatilité, par exemple, lorsqu'on prend l'euro, par exemple, face au franc suisse, en 2014, donc fin 2014, début 2015, on a eu pas mal de choses. Pourquoi? Vu que ces monnaies-là, on a eu beaucoup de volatilité, parce que normalement, on a un adossement fixe. Et du jour au lendemain, la Banque centrale suisse a décidé d'enlever le taux fixe et de passer ce qu'on appelle au floating, donc le taux flottant. Donc quoi, laisser la volatilité, laisser le marché lui-même décider où il est. Et donc on a vu le franc suisse et l'euro avoir des mouvements terribles, donc se dévaluer fortement l'une par rapport à l'autre, leur appréciation. Et là maintenant, les cryptos ne sont pas sur base d'un taux fixe, mais elles sont sur base d'un taux flottant, dû aussi à la nature. Déjà, numéro un, l'état embryonnaire, donc c'est-à-dire qu'on est dans les prémices, donc on est dans les débuts des cryptos. Ce sont des projets, des startups, donc rappelle-toi, il n'y a pas de gouvernance autour, il n'y a juste qu'un consensus au niveau des développeurs. Ils ne sont jamais d'accord, voilà pourquoi on a toujours des bifurcations. Et donc maintenant, tu es sujet à, donc tu t'exposes à d'énormes, beaucoup de des fluctuations sauvages et beaucoup de volatilité. Et tu dois avoir tous les paramètres et toutes les métriques concrètes et complètes aussi qui vont te permettre toi d'évaluer la direction. Là, on ne sait pas le faire. Ce ne sont que des promesses sur base d'un white paper et des tweets que l'on voit. Oui, on a amélioré ci, on a amélioré ça, on a ci, on a ça. Rien de plus. Donc là, la nature volatile, elle est toujours là. Donc là, toi, c'est pas assez solide. Ça, c'est mon point de vue à moi, ce n'est pas assez solide. Pour moi, ça peut être solide, mais moi, je n'opère pas comme ça. Je préfère opérer avec quelque chose qui n'est pas sûr, vu que je prends du risque, mais par rapport au dollar américain, par exemple. Parce que le dollar américain, je peux en faire des analyses et je connais tous les paramètres et les métriques qu'il y a derrière. C'est quelque chose que je vois et je sais, je peux le mesurer. J'ai la compréhension des fondamentaux, donc la macroéconomie nord-américaine, je la connais, je le fais. Donc là, je peux dire, bah tiens, j'ai quelque chose d'un peu plus stable et maintenant, bah, je décide là de prendre du risque, donc d'échanger, de vendre mon dollar pour acheter du Bitcoin. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc voilà. Donc là, j'espère que j'ai répondu à ta question, que je vous ai pas trop embrouillé ni trop ennuyé, mais bon, là, c'est important de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ça que tu vas construire ton système, enfin que tu vas générer et élaborer ton système et avoir ta stratégie d'approche, donc d'intervention sur le marché. Et si ça, ce n'est pas clair, rappelle-toi, scary money never wins. Donc si tu as peur qu'il y a des paramètres qui t'échappent, eh ben là, t'es KO. Donc moi, lorsque je fais mes analyses fondamentales, techniques, quantitatives, et ainsi de suite, j'ai un 100%. Donc c'est-à-dire que je suis 100% sûr de ce que je suis en train de faire. Maintenant, mais mon 100% à moi, c'est exactement 80% sur le marketplace. Pourquoi? Parce qu'il y a 20% de risque systémique. Il y a 20% de risques que je peux pas enlever. Ça veut dire quoi, ces 20% de risques? S'il y a une attaque nucléaire demain, s'il y a une guerre demain, ou s'il y a une météorite qui vient et qui percute la Terre, ça, moi, je peux pas éviter ça. Donc il y a toujours ce 20%, même 30%, même 40% des risques systémiques qui existent. Mais moi, mon travail à moi, il a été fait complètement. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la chose à 360 degrés. Et donc maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton achat ou vente dans ma plateforme de trade ou lorsque je viens acquérir une crypto, ben, je sais pourquoi je l'ai fait. Ok, donc là, tu dois revoir ça. Donc ça aussi, c'est un message qui va aider beaucoup de novices aussi, parce que là, c'est quelque chose que vous devez avoir réellement à l'idée et en tête. Rappelez-vous que par rapport à ça, c'est pour ça qu'il y a des projets comme le Tether, le Binance, ainsi de suite, qui ont été créés. Pourquoi? Bah, pour pouvoir échanger des cryptos directement dans les exchanges. Donc il y a une utilité, mais comment dirais-je, moi, pour moi, ce n'est pas clair. Moi, je préfère faire la chose par rapport à la fiat. Pourquoi? Et dernière chose, et là, je termine avec ça. Rappelez-vous, là, c'est si tu es cryptocentrique, si tu le fais. Si ça, moi, c'est mon portefeuille, on va dire ça comme ça. Ça, c'est mon exposition en crypto. Ça, c'est mon exposition en action. Ça, c'est mon exposition, on va dire, en indice. Ça, c'est mon exposition, on va dire, dans tout ce qui est gold.
Et ici, je vais dire que là, c'est varié. Tu vois, varié, et on va dire que ça, c'est les devises comme le dollar, l'euro et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, ça dépend. Si j'opère sur des actions nord-américaines, actions japonaises, ainsi de suite, j'ai une couverture avec ces monnaies-là. Tu vois? Et maintenant, pratiquement tout ce qui est ici, tout ce que je fais ici, là, tout ça là, c'est exposition face à des fiat directement. Même ce que je fais ici au niveau des cryptos, c'est les cryptos face au dollar ou face à l'euro. Ok? Donc voilà exactement la chose. Pourquoi? Bah parce que je peux mesurer ça. Donc j'ai une exposition sur Apple. Apple c'est nord-américain. Le gold, son prix est fixé en dollars et ainsi de suite. Euro, dollar, yen, dollar, tout ce que tu veux, des indices nord-américains. Indice FTSE par exemple, ça va être le pound ou l'indice Nasdaq, tout ce que tu veux, c'est du dollar américain. Donc j'ai une exposition par rapport à du dollar américain. Donc moi, j'opère avec le dollar américain pour couvrir mon exposition. Et même si je le fais par rapport au Bitcoin, c'est Bitcoin face au dollar et ainsi de suite pour couvrir mon exposition. Mais ça, comme tu vois, là, c'est la petite portion ici qu'occupent les cryptos dans mon portefeuille. Donc là, voilà, il faut comprendre ça, c'est que là, les cryptos, ce n'est qu'un petit ensemble dans le portefeuille ici que j'ai, mais le tout toujours est par rapport à une fiat. Pourquoi? Parce que je peux mesurer ça plus facilement, in and out facilement, et une fois que je prends mes bénéfices ou mes pertes, enfin, que je coupe mes pertes et que je prends mes bénéfices, je peux le renvoyer dans un compte bancaire et l'utiliser au quotidien directement, sans trop de bric-à-brac et de monter, descendre avec tout ce que l'on voit au sujet des régulations, des cryptos, ce qui se passe ici et là. Donc ouais, pour le moment, on n'en est pas encore là. Les cryptos n'en sont pas encore là. OK? Donc voilà. Donc là, j'ai fait une longue intro pour répondre réellement à cette question. Et maintenant, on va aller terminer avec le trade. Donc vu que le trade, bon là, on n'a pas de choses à voir. Bon, là, on a vu les grosses baissières et donc là, on fait la continuité de ce qu'on avait déjà analysé auparavant. Mais comme ça, bah, plus ou moins, bah, la question était j'ai répondu à cette question. J'ai ramené aussi pas mal de notions. Bon, dans le temps qui m'a été que j'ai consacré à cela, rappelez-vous et je le dis bien, hein, que en peu de temps ça va être compliqué pour vous de comprendre tout ce qui est macroéconomique et tout ça par rapport à là, mais vous devez comprendre les parallèles. Donc là, par rapport à un cas concret que vous avez ici, Bitcoin par exemple face à l'Ethereum, et le parallèle avec, comment dirais-je, avec ce qui est fait, on va dire, de manière un peu plus stable. Donc vous devez, si tu ne peux pas arriver au même raisonnement élaboré comme je l'ai fait lorsque tu es en train de trader par exemple le Bitcoin face à l'Ethereum, il y a un problème et tu vas pas comprendre les mouvements. Surtout lorsqu'on voit des mouvements terribles qui peuvent avoir lieu durant la nuit. Et il ne faut jamais oublier que tout le volume de trade vient de l'Asie. Donc l'Asie, c'est pendant que nous on est en train de dormir. Donc moi, quand je trade le Japon, je regarde mes positions dans les positions dans le Nikkei et dans les compagnies japonaises dans lesquelles je suis exposé durant la nuit. Je dois mettre des alertes là et être réveillé la nuit pour regarder ça. Quand je fais le Japon et quand je fais l'Australie. Donc c'est durant la nuit que ça se passe. Et après, lorsque tu te lèves le matin, tu vois les répercussions en Europe et à partir de 13h, pardon, 13h, 15h, 15h30, c'est la répercussion sur les marchés nord-américains. Donc là, faut savoir ça. Ok, donc faut avoir ça bien à l'esprit et bien établir un bon système et une bonne stratégie par rapport à ça. Ok, donc voilà, donc faut se remettre en question et se réévaluer, voir vraiment si c'est vraiment la bonne approche qu'on a. Donc moi je te dis l'approche que moi j'ai. Donc maintenant ben là c'est pour toi J. Charles, à toi à réévaluer directement ben ton comment dirais-je ton système et ta stratégie d'intervention. Ok. Voilà, allez, maintenant on va terminer, on va regarder les 5 cryptos ici, on va aller au trading, on va regarder ça face au dollar américain. Neo. Où on en était, où on en est-on? Donc on est toujours ici, hein, entre le niveau des 50% de retracement de Fibonacci et les 61%. Vous voyez, on est dans un mouvement horizontal ici. On a quoi? Là, on a un engulfing bearish qui est en train de se former. Donc, c'est-à-dire que cette bougie rouge est en train d'englober la bougie verte ici. On a annulé comment dirais-je, cet espoir. Enfin, je ne vais pas dire espoir, mais c'est ce début, comment dirais-je, de possible inception de mouvement haussier. Pourquoi? Là, on va prendre l'outil pour dessiner, comme ça vous allez comprendre. Sur base ici du support que l'on a, vous voyez, lorsqu'on a vu ces mèches-là, c'est quoi? Ces mèches, c'est une entrée d'acheteur. La entrée d'acheteur, on va dire, elle a une continuité la semaine d'après. On était en inside week candle, donc rappelez-vous, il faut aller une continuité au-dessus de la moyenne mobile des 4 semaines pour pouvoir aller retourner vers la résistance des 16. On n'a pas vu cela et maintenant directement on a quoi? On a un retournement. Donc directement ça vient. Donc là c'est un genre de retournement d'une semaine à une autre très 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 rapide et très violent. Et donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Ici maintenant on peut aller directement valider
le pointeur des 6 dollars. Donc là, on pourrait voir ceci. S'il y a une continuité la semaine prochaine, et vous voyez comme on le voit ici, en dessous du niveau des 8 dollars, donc du retracement de 61% de Fibonacci, on va aller plus bas. Et ici aussi, on était à une zone critique. Pourquoi? On était à une zone de point pivot, résistance et support là directement. Donc là, vous voyez que les 7 dollars, c'est une zone critique. Donc en dessous des 8 dollars et en dessous des 7 dollars, on va aller vers les 6 dollars. Qu'est-ce qu'on a au niveau des 6 dollars? Les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Là directement. Et vous voyez qu'on caresse ici quoi? L'ancien niveau de pointeur. Donc ça au niveau journalier, c'était quoi? C'était une résistance. Et maintenant ici au niveau journalier, donc si vous regardez ça en daily, vous allez voir un support. Donc on reteste exactement ce niveau. Donc c'est le niveau clé des 6 dollars. Maintenant on peut aller confirmer ce niveau, donc confirmer ce pointeur avec une bougie rouge complète ici, dans ce niveau-là. Donc là, vous voyez que le stochastique aussi retourne en dessous de la zone des 50, sans convergence, avec une divergence donc plus ou moins parallèle. Donc on voit que la volatilité à tout moment peut augmenter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, comme je, disais je le disais déjà depuis les semaines antérieures, ceci va être toute la zone C. Et comme vous l'avez vu ici, une zone d'accumulation, ça peut durer très 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 longtemps. Donc c'est pas des choses qui se font rapidement. Vous voyez ici hein, la phase, comment elle a été avant que ça remonte. Donc vous voyez ce patron tasse. Donc vous voyez comme c'est le cas ici, ça peut durer un bon bout de temps. Ça peut avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc vous voyez voir l'épaule, tête et épaule et ensuite ici recommencer à monter pour aller valider maintenant la résistance. Ok, bon là j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur le bouton pour revenir en arrière. Ce n'est pas grave, on va sortir de là. C'est le direct. Voilà, on revient. On reprend l'outil. C'est quel outil que j'avais? Voilà, c'est ceci. Donc là, c'était pour le IOS. Hein. Donc on a vu clairement ce qu'il y avait avec le IOS. Donc ouais, on peut aller visiter les 7 dollars et les 6 dollars. Donc là, faut être prêt. Ok. Maintenant, comme j'ai dit là, on a vu tout l'écosystème crypto cette semaine-ci qui a continué à baisser, qui a baissé fortement. Donc là, il faut être prêt à encaisser ce genre de baisse. Et comme vous l'avez vu dans les news, c'est maintenant au niveau fondamental. Donc élaborer un projet. J'étais en train de lire une news sur le Trône. Et le Trône a un projet de développement qui va jusque 2025. Donc ça fait 7 ans d'ici. Et ils ont des phases qu'ils vont faire en 2019, en 2020, 2021, 2022, 2023. Donc les phases qu'ils doivent atteindre concrètement. Et là, ils sont dans la première phase. Donc ils ont un projet, je crois que sur 5 phases, hein, si j'ai bien lu. Donc on y reviendra la semaine prochaine lorsqu'on va faire le Throne Trading. Et donc là, c'est ça. On voit que ceux qui rentrent dedans, c'est accumuler maintenant, mais avoir une horizon pour voir réellement si le trône réellement va pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Donc là, c'est pour un investisseur. Un trader et un spéculateur, eux, vont profiter des prix bas et revendre plus haut. Mais si vous croyez réellement dans le projet, ben là, c'est regarder ses fondamentaux et voir ce qu'il veut faire. Donc là, vous dire, bah tiens, bah moi, j'ai envie de soutenir ce projet. Comme la même chose étant dans ce qui s'est passé avec Apple, Amazon et des compagnies pareilles. Rappelez-vous, je fais souvent les parallèles. J'ai montré dans une des vidéos la semaine passée, lorsqu'on a vu ce crack. Donc, faut faire des similitudes, faut bien comprendre ce qui s'est passé. Des projets Internet et tout bazar, ça a commencé dans les années 90. Ces compagnies ont commencé, elles ont eu 10 ans. À 10 ans après, arrivé en 99-2000, c'est là qu'on a vu, donc il y a eu une bulle spéculative, donc tout ce qui était .com, on mettait de l'argent dedans. La bulle a explosé de 2000 à 2001, et depuis 2001, ça a recommencé à remonter jusqu'en 2008. Après, on a eu la crise immobilière et financière. Maintenant, regardez, ils ont eu 10 ans de développement. Ils sont arrivés, on va dire, à un niveau super haut, donc d'euphorie totale. Bulle, donc boom and bust, donc le boom 2000, donc 99-2000, le bust en 2000 à 2001, donc on a vu cette baisse. Et ensuite, c'était les projets qui ont commencé à être les mieux capitalisés, donc il y avait vraiment quelque chose de concret au niveau fondamental. C'est les compagnies leaders de l'économie aujourd'hui. Quand vous regardez le Nasdaq et le Dow Jones, pas les compagnies qui sont à la tête, ce sont les Apple, les Microsoft, les compagnies comme Amazon et Netflix, ainsi de suite. Et ben, c'est tous ceux qui ont survécu à ce boom-là. Donc, ils avaient des fondamentaux solides. Ils sont réellement venus apporter un changement dans l'économie, dans la manière dont on consomme aujourd'hui, et voilà où elles en sont, ces compagnies-là. Donc voilà, c'était une vue à long terme, mais il fallait déterminer les fondamentaux. Donc les spéculateurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, après ils ont bougé pour aller dans une autre classe d'actifs. C'est ça, hein. Les spéculateurs sont des migrateurs. Ils vont là où il y a du mouvement, là où il y a de la volatilité, et là où il y a moyen de se faire un ou deux, trois sous rapidement ou dans quelques temps. Vous voyez, ils ont une vision à court terme, donc on va dire ça moins de 3 mois. Ok. Donc là, c'est comme vous le voyez ici par rapport à ces mouvements de prix. Maintenant, un investisseur va déterminer la valeur juste d'un actif, et sur base de quoi, bah tiens, cet actif, si maintenant sa valeur juste c'est, on va dire 4 dollars, donc même on va dire 2 dollars, mais l'horizon 2024-2025, ça va faire beaucoup. Donc imaginez-vous si vous étiez rentré dans Apple ou dans Amazon lors de ces années-là.
Donc imaginez-vous maintenant, par exemple, quand vous regardez une compagnie comme Amazon où elle est, ben voilà, donc c'était tout ce temps qu'il fallait être dedans. Bah, ça c'est les fondamentaux et donc là c'est la valeur juste de l'actif et ça c'est tout ce qui est bien plus long terme. Donc là, ceux qui ont les vidéos modules, vous avez le module 8 qui vous montre exactement ben, ce mindset, donc Warren Buffett, comment évaluer les fondamentaux et ainsi de suite. Ouais, donc là, faut toujours bien déterminer votre profil, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous cherchez réellement. Ça va vous éviter des surprises et d'être plus cool lorsque vous faites ce qu'il y a à faire. Ok? Donc voilà, Néo exactement, c'est la même chose. Donc rappelez-vous, la phase baissière peut continuer. On peut atteindre ces niveaux-ci et toujours dans la formation Cup. Rappelez-vous, comme hier, je parlais aussi avec un autre client qui me demandait, mais c'est quoi la phase, la phase d'accumulation, c'est où, c'est quand? C'est dès que le prix a été en surévaluation et qu'il revient en phase de valeur, on va dire de valeur juste, comme c'est le cas ici, donc la zone colorée. Et vous voyez là, c'est ça, c'est ce que l'on voit ici. Toutes ces mèches sont des personnes qui en profitent pour accumuler parce qu'ils voient que le prix est en train de descendre, revient à un prix juste. Et vous voyez là, s'arrêter ici à ce niveau des 2,84 et on voit que c'est équivaut à quoi à cette ancienne résistance. Et bien là, pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours des ordres limites qui sont placés là. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à accumuler lorsque le prix revient là. Donc là, c'est à vous à déterminer, je le dis et je vais le répéter encore, votre profil. Qui êtes-vous? Spéculateur, trader ou un investisseur? C'est ça la chose. Donc par rapport à ça, vous allez avoir un système et une stratégie d'intervention pour limiter vos émotions et l'aspect psychologique parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire et rappelez-vous toujours capital risque. Donc n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Si vous avez 1000 euros, mettez 100 euros. C'est-à-dire que vous avez perdu 100 euros, mais vous êtes encore 900 euros. Si jamais ce projet foire et va à zéro, vaut mieux perdre 100 euros que mettre 1000 euros directement d'un coup comme ça ici. Là maintenant, ben, c'est la crise de nerfs assurée. OK? Donc voilà, maintenant on va avancer, on va dans la dernière, bon on va prendre les dernières 10 minutes pour avancer en ligne droite avec tout le reste des projets. Maintenant on va faire le Quantum. Quantum face au US Doll ici, prix qui viennent de Bitfinex. Voilà. Donc, Quantum, exactement la même chose. Vous voyez que tout l'écosystème a subi la même chose. Donc, imagine, voilà, pour en venir ici à J. Charles Ness, imagine-toi maintenant, bon, là, je me permets de te tutoyer directement à travers les vidéos, hein. On aurait fait le trade ici, EOS Quantum, et tout est en train de baisser. Bah, je vends quoi? J'achète quoi? Tu vois, c'est ça le truc. Mais ici, bah, c'est bien plus simple. Pourquoi? Bah, de pouvoir le regarder, le mesurer face au dollar. En fin d'émission, je vais vous montrer exactement le pourquoi, le mesurer. Donc, un peu de fondamentaux rapidement. Mais on va d'abord finir de regarder les cryptos et on va y aller. Maintenant, concrètement, ici, donc, vous voyez le mouvement ici, donc dans ce canal haussier que j'ai déjà déterminé. Donc, vous voyez ici le support du canal. On revient sur le support du canal. Vous voyez ici le mouvement baissier, ici directement. La projection du mouvement, si jamais on se retourne ici pour aller plus haut, donc aller vers les 90 ici, comme on le voit là, face au dollar américain. Maintenant, on est là. Donc, vous voyez que si on a notre directrice ici haussière, si on brise, donc si la clôture, elle est là, ouais, à un moment donné, on a été en dessous de ce niveau et qu'on a une continuité en dessous des 23 dollars, on va directement vers où? L'ancienne résistance connue qui maintenant est un support. Vous voyez qu'on a atteint encore ce niveau ici. Hein. Vous voyez le pointeur ici. Ce pointeur ici, on va prendre l'outil pour dessiner, c'est mieux. Le pointeur qu'on a ici, ça c'était l'ancien niveau de résistance, la ligne dorée que vous voyez là, donc les 15 dollars. Donc là, si on a une continuité avec une bougie, on peut venir se poser là. Et là, maintenant, ça va commencer à faire ici, ça va être notre zone, rappelez-vous, toujours un gros point d'interrogation, notre point C ici, et on va commencer à rebondir pour aller plus haut petit à petit. Donc vous voyez, ça a vraiment fait ceci, on est revenu là, et maintenant après, on va recommencer à remonter tout doucement, comme ça, avoir un canal haussier. Ceci, vous voyez là, c'est notre patron TAS. Le break ici et aller chercher un point D. Donc le A, le B, le C et aller chercher un point D plus haut. Vous voyez, pour avoir le fameux canal haussier. OK? Donc voilà, donc là, cette zone-là, pour le moment, l'écosystème, tout ça, vous voyez, toutes les cryptos, toujours en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, ainsi de suite, on va vers le bas. Et vous voyez qu'il va y avoir une future convergence entre la moyenne mobile de 13 semaines ici et celle de, non, pardon, 8 semaines ici et 13 semaines là. Donc si 13 passe en dessous de 8 semaines, et ben là, ça met encore plus de pression baissière. Donc là, vous voyez, je dis que lorsque vous voyez des personnes, ces longues mèches ici, je vous rappelle, sont des personnes qui sont en train d'accumuler. Pourquoi? C'est moins cher que 81. Je préfère rentrer à 25, 26, mais je connais les fondamentaux et je prends un pari ici, donc je vais mettre du capital en risque. Pourquoi? Pour tout ce qu'il y a au niveau du quantum et les projections qu'ils sont en train de faire. Un petit rappel aussi, quand je vous parle de choses, hein, donc lorsque vous avez un capital, un patrimoine que vous allez mettre, il y a deux choses. Il y a un VC, donc VC c'est quoi? C'est Venture Capitalist, donc c'est du capital risque que vous prenez lorsque vous avez commencé à le mettre dans ces cryptos-là. Maintenant, lorsqu'on a un portefeuille avec pas mal de choses, on fait ce qu'on fait du HF,
ou bien du FM. Hein. Donc FM c'est quoi? C'est Funds Manager, donc un gestionnaire de fonds. Et là vous opérez aussi comme un hedge fund lorsque vous avez beaucoup de choses en portefeuille. Et principalement les hedge funds c'est long short. Donc long short c'est quoi? C'est achat-vente. Donc on a des achats, donc des choses on a acheté bas et on espère les revendre plus haut. Et on fait des ventes, pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir profiter des short selling. Donc ça, vous devez être un hybride, hein, donc Dr Jekyll et Mr Hyde, donc avoir l'appétit et la gestion du risque d'un venture capitaliste, donc déterminer des bonnes startups dans lesquelles on est en train d'investir. Là, ce que l'on fait lorsqu'on est dans le crypto trading, c'est ça, ou dans le crypto investing, c'est ça. On est un venture capitaliste, on prend des startups, on leur donne de notre capital en espérant d'avoir un retour plus haut. Mais on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, donc voilà pourquoi est-ce qu'on doit être bien diversifié. Rappelez-vous, ça, ce sont des projets, ce sont des compagnies donc start-up qui commence à peine, privée, elle ne publie pas, elle est juste une promesse sur un white paper pour dire voilà on va faire ça, ça, ça et ça. Voilà notre roadmap, donc la route, comme vous avez vu pour le trône, ce que je disais, on va commencer maintenant en 2018 et voilà en 2025 on va arriver à la full capacité de ce que l'on a. Est-ce que tu acceptes de risquer du capital avec nous, oui ou non? C'est à vous à prendre la décision, personne ne vous a forcé à le faire. Ok? Donc là, vous devez avoir ceci, le côté venture capitaliste. Mais d'un autre côté aussi, avoir ce côté hedge fund. Pourquoi? Le hedge fund, c'est un fonds de couverture. Hedge, c'est-à-dire to hedge, c'est-à-dire se couvrir. Donc, lorsque vous allez investir dans le quantum, vous vous couvrez comment? Et donc, c'est là que je dis que vous devez avoir une stratégie et un système long short. Donc, une stratégie long short, savoir que tiens, quantum a ça, 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 ça. Ben, moi, pour couvrir mon investissement dans le quantum, ben voilà, j'ai aussi un autre fonds qui va me permettre d'avoir de la couverture par rapport à ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que si quantum foire et va à zéro, et si j'ai mis tous mes œufs dans ce panier-là, eh ben, j'ai tout perdu. Donc, vous voyez qu'il faut avoir un système, une stratégie d'intervention, donc d'opération dessus. Et c'est des projets comment dirais-je, dans du long terme. Donc, il faut déterminer son horizon. Et je le dis toujours et je vais toujours le répéter. Spéculateur, trader ou investisseur. Parce que votre profil, par rapport à votre style de vie, qui vous êtes, ce que vous faites, vous avez un profil ou un autre. Si vous êtes un investisseur que vous voulez des choses beaucoup plus calmes et dans le long terme, vous allez vous générer des soucis et des problèmes de stress et psychologiques inutiles en essayant de jouer les traders et les spéculateurs, parce que c'est pas pour vous. Tout simplement, c'est ça. Donc après, c'est quoi? Ben, vous êtes frustré, vous avez mal géré les choses parce que vous ne comprenez pas les concepts et les mécanismes et surtout, qu'est-ce qu'il faut avoir comme aptitude et qualité pour avoir adopté ce profil. Alors que pour vous, c'était un autre profil. Donc là, vous devez déterminer qui vous êtes, ça va vous faciliter la vie. OK? Donc voilà. Donc quantum concrètement ici, continuité, s'il y a une continuité, validation du pointer, on va aller vers les 15 dollars. Maintenant, continuons. Donc je fais beaucoup de parenthèses, mais c'est utile. XVG, donc le Verge face au dollar américain. Voilà ici. Maintenant, le Verge, là, face au dollar américain, on va ajuster le Fibonacci. On va l'avoir là. Donc ici, on va directement prendre l'outil pour dessiner, c'est bien plus simple. On a exactement, vous voyez là, on a cette zone de support, potentiel support pour le moment, un bas et un bas plus haut ici. Si je trace ma parallèle, ça me donne ça. Ma parallèle par rapport au max, ça me donne ceci. Donc mon point d'inception, mon A. Mon B, je le prends par rapport à la résistance, donc les niveaux de clôture. Donc ça me fait les 22 cents ici. Mon C, potentiel ici, rappelez-vous, on peut rester longtemps dans une zone d'accumulation comme c'était le cas ici. Mais bon, là c'était un avant, maintenant c'est un après. Mais rappelez-vous maintenant, là c'était spéculatif. Donc là, techniquement, sur base d'analyse technique et de price action, on pouvait s'y retrouver. Maintenant, on est dans un marché baissier. Rappelez-vous, les cryptos, on peut faire que acheter bas, vendre haut. Maintenant, ici, quoi, il faut déterminer un nouveau point d'achat bien plus bas. Si vous croyez dans le projet à long terme, vous faites comme ceux qui font ici. Ils sont en train d'accumuler petit à petit. Et là, sur la zone, sur le fond de la tasse, donc dans le patron de tasse, donc ceci c'est ma jolie tasse. Ici, lorsque je suis au fond de la tasse, eh ben, c'est là que je suis en train d'accumuler. Pourquoi? Si je suis en train de verser mon café, le café va d'abord dans le fond. En accumulant dans le fond, c'est en train de monter jusqu'à arriver au ras-bord. Donc c'est exactement la même chose, c'est le même principe. C'est pour ça qu'on parle de la tasse dans le fond, c'est ici qu'on accumule. C'est là qu'on va commencer à s'accumuler le liquide et au fur et à mesure, il va monter vers le haut. Donc c'est ici qu'on va commencer à accumuler nos ordres et au fur et à mesure monter vers la résistance. On a un break, donc il faut que ma tasse déborde et si elle déborde, j'aspire à aller vers un point D, donc vers les 30 cents bien plus haut. Donc là, c'est réellement le concept, la métaphore et l'analogie qui est derrière que vous devez exactement comprendre. Mais maintenant, ici, rappelez-vous, je le répète encore, les projets vont commencer à être capitalisés sur base de fondamentaux, donc sur base de développement et de choses concrètes. Donc là, c'est pour ça qu'il faut suivre les news et suivre l'équipe de développement. Et comme vous avez vu que toutes les news qui ont été données ici avaient une base fondamentale. Qu'est-ce que la team est en train de faire pour améliorer et réellement revendiquer sa place comme étant la crypto de choix et de prédilection
Pour les investisseurs, maintenant en 2018, eh ben, c'est une amélioration de leur infrastructure, de leur protocole et des services qu'ils sont en train d'offrir. Tout simplement, c'est ça. Et là, maintenant, on verra du capital arriver. Donc là, maintenant, on va voir la phase d'accumulation. Vous voyez que ça, c'était trop faible, pas assez de rien. Et là, on a un patron d'annulation. Donc là, c'est quoi? On reste toujours baissier. Les niveaux les plus bas, ben, c'est ceci, hein. Donc, c'est les 3 cents et ainsi de suite. OK? Donc, voilà pour le Verge. On en est toujours là. Donc, on va s'attendre déjà à quoi? On est déjà aussi dans un Inside Week Candle, donc cette bougie rouge. Vous voyez que les bougies que l'on a ici, attendez, on va effacer, ça fait trop de choses. Les bougies que l'on a ici sont ni au-dessus ni en dessous, et donc là, on reste dans un mouvement horizontal. Et vous voyez là, convergence entre les deux moyennes mobiles, ça veut dire fin de la volatilité, et on va rester dans un mouvement horizontal. Donc maintenant, il nous faut une décision. Vous voyez, on a la moyenne mobile de 21 semaines qui est en train d'apparaître, donc voyons voir si ça, ici, c'est réellement le niveau de support clé. On va toujours pouvoir voir des mèches, mais si on voit des mèches, ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train de rentrer. Donc là, ce serait le fond de la tasse, et après, commencer à la remplir pour remonter tout simplement vers la résistance. OK? Voilà, on a fait le Verge. Maintenant, on va regarder le LISC. Donc, le LISC, c'est le LSK. LSK face au dollar US. Voilà, on l'a là. Et ici aussi, on est pareil, hein. Donc, directement les niveaux clés qu'on avait. Vous voyez les 32 dollars ici, les 32, 33 dollars, donc notre résistance max. On avait le pointeur ici qui pointe les 41. Là, c'était les 23% de retracement de Fibonacci. On est dessus. Donc, si on prend le niveau des 3 dollars comme inception de notre mouvement haussier. Et là, maintenant, on a quoi? Vous voyez qu'on a encore un pointeur qui est revenu ici à ce niveau-là. Donc là, beaucoup d'acheteurs sont rentrés ici pour maintenir les niveaux de clôture au niveau du 50% de retracement de Fibonacci. Ici, les 22 dollars. Et vous voyez qu'on a eu 2 semaines de hausse. On a réatteint les niveaux de résistance ici. Donc les 32 dollars, vous voyez 32 dollars une fois, deux fois. Donc ça, comment s'appelle ce patron? Lorsque vous voyez ceci, ça s'appelle un double top. Donc 2x top. Donc un double top. Donc on a fait un double top. Donc top une fois, top deux fois, double top. Vous voyez, une fois on arrive rejet, deux fois on arrive rejet. Donc là, vous voyez qu'on va clairement plus bas. Et ça reste aussi dans notre quoi? Dans notre épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule est un patron de renversement. Vous voyez que la ligne de support, c'est quoi? C'est la moyenne mobile de 13 semaines qui est la moyenne rouge. Et on avait ce support donc au niveau du coût, les 24 dollars. La moyenne mobile de 13 semaines aussi, directrice de tendance haussière, donc avec les bas et les bas plus hauts à chaque fois. Et là, on a une double confirmation. Donc, si on clôture à ce niveau-ci, donc aux alentours maintenant des 61% de retracement de Fibonacci, donc exactement les 17,50 $. Et là, maintenant, on va plus bas. On a un pointeur à valider. Vous voyez, c'est la zone quoi de 78% de retracement. On a quoi comme moyenne mobile là? On a 12, c'est 12 dollars et on a la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Et encore, carrément annuler le mouvement, donc un 100% de retracement, revenir aux 3 dollars. Ici, si on valide ce pointeur. Et là, rappelez-vous, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc là, quand on a une power candle, donc ça c'est une bearish reversal, donc une bougie numéro 1 qui annule complètement ces 2 semaines de hausse. Donc là, vous le voyez là pour le moment. Donc là, c'est une bearish power candle. Donc bearish, c'est-à-dire qu'une bougie ours, donc une bougie de vendeur. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Une entrée massive de vendeurs qui a déséquilibré, donc qui a annulé complètement les acheteurs des 2 dernières semaines. Continuité à cette bougie, en général, c'est ce que ces bougies-là, elles ont. C'est pour venir où? Directement ici, les 12 dollars. Donc, il faut voir les 12 dollars. Donc, numéro 1, on a l'épaule, tête, épaule. OK, donc comme ceci, un qui était validé. Numéro 2, on a quoi? On a le niveau de support des 24 dollars. Numéro 3, on a quoi? On a la directrice de tendance haussière avec la moyenne mobile de 13 semaines ici qui a été perforée. Et numéro 4, maintenant, ce dont à quoi on va s'attendre, c'est quoi? Une continuité de la baisse pour aller vers les 12 dollars. OK, donc voilà le résumé, les 4 points de confirmation que l'on a. Donc maintenant, on va rapidement ici ajuster le Fibo, voilà, pour qu'on ait un peu plus, voilà, comme ceci. Donc là, on peut aller clairement plus bas, avoir une interaction avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et vous voyez ici, c'est atteindre la zone des 12 dollars. Donc là, attention. Et si on va plus bas, l'ancienne résistance que l'on avait, c'était quoi? C'était les 7 dollars. Vous voyez, là, ça va nous faire la zone de ce pointeur. Ce pointeur ici, même si c'est une bougie verte, ça veut juste dire le low, donc le max, le minimum que ça atteint au courant de la semaine. Si on regarde ça au niveau intraday, il y a eu des bougies à ce niveau-là. Donc là aussi, ce pointeur, le prix est un indicateur. Ça nous indique ici, vous voyez, les 11,70, donc ce sont les 12 dollars. Et si on va plus bas, ce sont les 4 dollars. Donc là, vous voyez que si on atteint cette zone, ça va valider quoi? Ça va valider ce pointeur ici.
Donc là, c'est une target que l'on a clairement pour la semaine prochaine, les 12. Donc semaine prochaine, ou on va dire que ça pour du court terme. Donc on peut atteindre cela ici, les 12 dollars. OK? Donc voilà pour le LISC. Maintenant, on va terminer avec le Nano. Donc Nano, c'est le XRB face au dollar américain. Et ensuite, je vous donnerai mon cas concret de ce que je vous parlais au niveau, pour en revenir un peu à compléter la dernière phase. De ce que je parlais à J. Charles, parce il y a des choses qui, pendant que je suis en train de faire l'analyse ici, il y a des trucs qui me sont venus en tête. J'ai dit, ah ouais, mais tiens, peut-être en lui montrant ça, il va peut-être comprendre. Bon, ici, vous voyez qu'en weekly, on n'a pas trop de données, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer directement les niveaux clés, hein. Donc on voit quoi ici déjà? Un twist the top, donc ouais, deux bougies, c'est-à-dire quoi? Entrée massive de vendeurs. Ici, au niveau des 20 dollars, on a vu directement, ben, on est allé à la baisse durant 3 semaines. On a des pointeurs ici, donc une fois, deux fois, trois fois. Cette bougie rouge a confirmé ces pointeurs et même allé bien plus bas. Et ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant un twist the bottom. Donc là, on a une résistance et ça nous fait un niveau clé de support aux alentours des 9 dollars. Maintenant, on a quoi? On a un patron de retournement. Donc vous voyez que le nano, pendant que tout le monde est en train de descendre, ici dans le nano, il y a une entrée massive d'acheteurs. Et vous voyez la moyenne mobile ici de 4 semaines. Donc maintenant, on est aux 10 dollars. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? On a besoin de voir maintenant quoi? Qu'on clôture au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 4 semaines, donc une clôture au-dessus des 12 dollars et aller vers le haut. Donc s'il y a cette corrélation négative, donc on voit quoi? Tout l'écosystème crypto qui baisse. Pendant ce temps-là, le nano, donc le XRB, lui, il monte. Donc là, c'est ce qu'on appelle une corrélation négative. Donc celui-là, il descend, celui-là, il monte. Pourquoi en corrélation? Ben, parce que si ça se répète plus d'une fois, que ça devient un patron, eh ben là, ben, on va dire ça, c'est quelque chose qui a forte corrélation. Lorsque ça descend, ça monte. Ok, donc tout simplement, c'est ça. Donc ça, c'est à la différence de ce que l'on voit là. Ok, donc voilà exactement ce qu'il y a ici pour le nano. Donc nano, concrètement, on est là. Et là, on a ce patron ici. Donc ce patron, ça nous montre clairement qu'on a un support là, à ce niveau-ci. Comme ça, oui, le twist the top. Donc, top, c'est en haut. On a un point pivot, une résistance. Bottom en anglais, c'est-à-dire le sol, donc le bas. On a un point pivot pour un support. Et donc là, c'est des points pivots. Rappelez-vous, lorsque je vous montre les paquebots prennent du temps à... Même lorsque vous êtes en voiture, quand vous êtes en train de manœuvrer, donc pour faire un demi-tour, ça prend du temps. Il y a différentes phases. Et là, si vous regardez ça en daily, donc en journalier, 4 heures, 1 heure, ainsi de suite, vous allez voir à chaque fois comment est-ce que ça commence à se construire au niveau des bougies, la fin des vendeurs et l'entrée petit à petit des acheteurs, un point d'équilibre. Donc ceci, un point d'équilibre. Donc là, équilibre, c'est où ils sont égaux, acheteurs et vendeurs égaux. Et ensuite, déséquilibre, il commence à y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, c'est ce que l'on voit. Donc maintenant, on veut que cette tendance continue pour revenir vers des prix plus hauts. Et si on va plus haut, ben, clairement, on a une target, c'est quoi? Ben, ce sont les 20 dollars. Et tout simplement après valider les 22 et aller créer des hauts plus hauts à chaque fois. Mais rappelez-vous que cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va peut-être pas voir ce genre de bougie. Rappelez-vous, ça prend l'escalier pour monter, mais ça prend l'ascenseur pour descendre. Donc là, on l'a vu, un ascenseur rapide. Maintenant, pour remonter, ben, c'est là qu'on remonte en phase haussière. Ouais, pour avoir notre patron tasse et dans un nouveau canal haussier. Donc en faisant des hauts plus hauts à chaque fois. Donc ça, ce sont des hauts plus hauts. Et ça, ce sont des bas plus haut à chaque fois. Et donc là, c'est ce qui nous fait une tendance haussière, clairement, dans notre patron tasse. Et ouais, là aussi, vous pouvez voir une épaule, tête, épaule inversée. Et c'est de là qu'on recommence à aller vers le haut. Donc là, si vous ne voyez pas l'épaule, tête, épaule inversée là clairement, ben vous pouvez la voir où en daily. Mais ici, on la voit clairement. C'est ceci, enfin moi je le vois clairement. Donc si on monte, on peut avoir un truc comme ceci. Avoir cette espèce de patron haussier. Et là, briser ça et commencer à voir la suite. Ok? Donc voilà, donc comme vous voyez, moi, ce n'est pas, enfin pour moi, ça c'est dû à l'expérience, je ne regarde même pas ce qui se passe dans les plus petites unités de temps. Pourquoi? Parce que l'interprétation, je peux l'avoir ici, et je vous rappelle aussi que j'ai tout en feuille de calcul, donc ça m'évite d'être toujours sur les, comment dirais-je, dans les graphiques, ainsi de suite. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour l'analyse des 5 cryptos qu'on voulait faire ici. Donc là, pour Crypto BTC, on a rajouté le nano pour toi. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Oui, j'allais revenir à une dernière phase pour remontrer un peu ce que j'étais en train d'expliquer à J. Charles Ness au sujet d'une crypto par rapport à une autre. Et là, j'avais donné un exemple, par exemple, par rapport à Apple et par rapport au dollar américain et ainsi de suite. Donc là, cette représentation graphique que je vais faire maintenant va te permettre de comprendre ça. Et là, on va utiliser le Dow. Donc, on va prendre le Dow Jones, qui reprend les 30 compagnies les plus grandes aux States, donc nord-américaines, et principalement, bah, quoi, il y a Apple dedans. Ok?
Maintenant, on a le Dow Jones ici. Donc, voilà exactement. Donc, ça, c'est depuis Trump. Hein, donc, depuis que Trump a été élu, on a vu le Dow Jones qui est monté. Donc, Trump, tous les jours, il tweet, oui, stock market, un new high, new high. Donc, oui, c'est moi, c'est l'économie, c'est moi qui la stimule. Mais cette montée, qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes qui ont un dollar, des investisseurs qui ont un dollar, ils ont vendu leur dollar. Donc ici, c'est quoi le trade? C'est achat du dos, vente du dollar. Donc maintenant, comme toi, tu voulais faire... donc toi, l'exemple que j'ai donné, c'était quoi? C'est Bitcoin face à l'Ethereum. Donc tu achètes du Bitcoin pour vendre de l'Ethereum. Maintenant, il faut comprendre. Rappelle-toi, je te dis, il faut avoir les données macro qui sont derrière, qui vont te permettre de soutenir cela au niveau fondamental et ensuite de déterminer des points d'entrée. Donc une stratégie d'intervention sur le marché et d'opération au niveau technique, ainsi de suite. Donc ici, le trade, à partir de là, c'était achat du Dow Jones. Mais d'un autre côté, on va comparer ça maintenant à quoi? Au dollar américain. Donc on va mettre en parallèle un graphique du dollar US. On va pas prendre l'euro-dollar, on va prendre l'indice du dollar américain, donc le DXY. C'est le dollar américain face à 6 monnaies et c'est comme ça qu'on le mesure. Donc là, ça se traite comme une action et donc là, ça évite d'être dans des paires de monnaies. Donc là, si vous voulez tout simplement faire l'analyse macro, l'analyse fondamentale et macroéconomique des États-Unis, vous n'êtes pas obligé de trader le dollar face à donc être dans l'euro-dollar. Moi, ce que j'emploie très souvent et pratiquement tout le temps. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise. Moi, ce que j'emploie souvent, c'est juste quoi? Ben, c'est juste le DXY. Donc ici, je vais venir. Non, j'ai pas envie de bouger. Voilà, donc je prends le DXY et on va finir avec ça pour que vous compreniez. Donc on va dire là, ça comprend Microsoft, ça comprend Apple, IBM, donc pratiquement toutes les compagnies que je suis en train de suivre. Et donc là maintenant, on va se remettre exactement au même niveau. Hein. Donc on va revenir au niveau quoi? On va revenir au niveau Trump. Donc on va revenir au niveau quand M. Trump a gagné. Parce que Trump avait une politique ici, donc 9 novembre. Non, lui c'était avant. Hein. Euh, ouais, non, c'est juste ici, hein, c'est 2016, parce que c'est 2017. Ok, là c'est parfait. Et il avait une politique de weak dollar, donc c'est-à-dire dollar faible. Voilà, donc octobre, novembre 2017. Donc vous voyez exactement quoi. Le bas du Dow Jones, c'était le haut du dollar. Weak dollar policy, donc la police de faible dollar, ainsi de suite, appuyée par les banques centrales et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. Donc là, faire en sorte que le dollar soit faible. Donc ici, le trade, c'est quoi? Donc imagine-toi que ça, ce serait mon trade Dow Jones. Donc qui dit Dow Jones dit Apple et toute la clique. Apple, c'est la plus grosse compagnie là-bas. Donc leader du Dow Jones et du Nasdaq, ainsi de suite. Et ça, c'est le dollar US. Donc le but ici, c'est quoi? C'est un buy du Apple et Dixit, donc Dow Jones, ainsi de suite, et un sell du dollar américain. Donc tu vois directement que depuis cette période ici, on a vu quoi? Une montée du Dow Jones, donc achat du Dow Jones, et d'un autre côté ici, le dollar américain, c'était un sell. Donc ça, sell du dollar américain, dans la paire dollar JPY aussi, c'est pareil, et la paire euro-dollar, ben, c'est achat de l'euro et pour une vente du dollar. Mais là, on va rester avec cette paire ici. Donc tu vois ici que là, j'ai mon trade. Donc ça, c'est ce que moi j'ai exactement. Donc là, lorsque tu vois ça, c'est quoi? Ben, tout le monde a analysé les fondamentaux d'Apple, ainsi de suite. Ah, ben, nous, c'est un achat. Donc, on va acheter les Apple et les compagnies du Dow Jones. Et d'un autre côté, on va vendre le dollar américain. Pourquoi? Parce que le dollar américain, ben, la politique de la Banque centrale, ainsi de suite, les taux d'intérêt, l'inflation, les bons d'État, ainsi de suite, font que le dollar s'affaiblit. Et oui, que ça va directement dans la même direction. Donc, les investisseurs, pardon, sont en train de vendre leur dollar pour acquérir des actifs à risque, ici principalement de la rente variable, ceci. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va rester dans le même raisonnement, on va toujours utiliser le dollar américain, mais ici maintenant, on va regarder quoi? On va regarder le Bitcoin, tout simplement. Donc, on va prendre le Bitcoin face au dollar américain. Voilà. Et maintenant, on va juste retourner à quelque chose, on va regarder la même période où était M. Trump, donc la période ici, et donc là, on va dessiner ça. Donc la période où M. Trump était rentré, c'était ça. Donc là, directement, on voit bien la hausse du Bitcoin et ici, la faiblesse de l'or américain. Ouais, ce qu'on voit ici, arriver au top, eh ben, bon, là, ce serait ceci. Hein. Donc là, vous voyez que les deux vont dans la même direction, mais on parle ici de ce grand mouvement. Donc, ouais, 2017 à 2018, c'était un mouvement baissier ici. 2017 à 2018, qui était le top ici, c'était un mouvement haussier. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par rapport à là? Par rapport à la politique monétaire du dollar américain, easy money, donc le dollar américain, facile d'accès, facile d'avoir du crédit, taux d'inflation, maintenant c'est en train de monter. Donc, ça, c'est des concerns. Donc, là, les personnes sont très concernées par la montée de l'inflation, ainsi de suite. Les yields du bon, principalement le bon à 10 ans, et ainsi de suite. Et on avait des types d'intérêt qui étaient très bas, donc on est aux alentours des 1,50 lorsqu'il y a les FOMC. Et bon, maintenant, on a un nouveau chair, donc c'est M. Jeff Powell qui a remplacé Mme Janet Yellen. Et on peut voir aussi quoi?
une politique un peu plus agressive au niveau des rate hikes, donc c'est-à-dire quoi, des augmentations de quelques points base des types d'intérêt. En général, ils vont vers du 25 points base, donc ils étaient à 1, à 1, à 25, à 50, à 75 probablement, 2, 2,25, ainsi de suite. Et donc on verrait s'ils ils vont faire ça 2 ou 3 fois durant l'année. Mais si on revient ici, donc fin 2016, début 2017, baisse du dollar américain, 2017 ici, hausse des cryptos. Donc c'était quoi le trade ici? Le trade ici, en gros, c'était quoi? C'était buy BTC pour ici, sell USD. Tu vois, moi, le Bitcoin, comme je dis, c'est un projet, c'est une start-up, blockchain, très prometteur, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, là, il y a eu pas mal de métriques qu'il y a eu. Création de wallets, acceptation, buzz dans les médias, téléchargement sur dans le Apple Store pour des trucs comme Coinbase, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'allais dire, Google Trends, donc le mot Buy BTC de plus en plus connu, ainsi de suite, et ben voilà, ça a profité de ça. Donc ça, c'est on va dire les métriques derrière le Bitcoin et la promesse, une crypto décentralisée, rapide, faible coût, ainsi de suite, stock de valeur, fait tout ce qui est ici, oui, les banques obsolètes, la fin du gouvernement, la décentralisation, vive le nouveau monde, nouveau paradigme, tout ce blabla. Mais d'un autre côté, on a quelque chose de concret ici. Avec le dollar américain, on a des métriques concrètes que l'on peut analyser, donc tout ce que je viens de dire, hein, donc masse monétaire, monnaie en devise en banque, en dépôt bancaire, circulation, tout ce que vous voulez, tout ça, on l'a. Donc on peut analyser ça concrètement et on peut comprendre que le dollar n'était pas un actif attractif, mais lorsque le dollar est faible, c'est très important au niveau des pour les actifs à rente variable, donc pour les actifs d'investissement et pour tout ce qui est la politique commerciale. Donc ça touche à la macroéconomie au niveau des déficits et des surplus commerciaux. Donc là, il faut regarder la situation des États-Unis en rapport avec ses partenaires commerciaux. Et donc ainsi de suite. Donc là, je vais pas rentrer dans tout ce thème macroéconomique. Il y a tout ça bien expliqué dans les vidéos modules et ainsi de suite. Ok. Donc là, quand tu vois ça, bah pour moi c'est clair. Je comprends. J'ai les métriques, j'ai les fondamentaux du dollar américain et dans l'environnement, dans le panorama économique, cycle économique dans lequel on est, je comprends pourquoi est-ce que ça peut être un actif duquel on veut se défaire pour aller prendre des actifs qui me promettent un bon retour. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui met le dollar en danger? Les types d'intérêt et l'inflation. Donc mon dollar va perdre de sa valeur. Mais un actif ici comme le Bitcoin qui avait une promesse de stock de valeur et donc ça en fait un trade classique. Maintenant, là, comme tu as vu ce raisonnement que je t'explique clairement ce qu'il y a derrière mon choix de vendre mon dollar pour acheter du Bitcoin, peux-tu faire la même chose lorsque tu prends deux cryptos entre elles et lorsque l'on voit, comment dirais-je, l'écosystème qui est en train de s'effondrer. Donc là, maintenant, on vend qui, on achète quoi? Lorsqu'on voit tout qui est en train de perdre du temps. Il te fallait le temps de détecter le nano et de tout passer en nano qui, lui, pendant toute la baisse, a pu monter. Mais là, je doute qu'une personne peut le faire. Les cryptos, vu leur nature non régulée, ça va très 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 vite et le volume vient du Japon. Donc là, il faut rester éveillé 24 sur 24 et avoir des alertes sur tout et sur tout. Et on peut pas le faire, surtout lorsqu'il y a plus de 1500 cryptos. Là, humainement, c'est impossible. Même moi, je ne peux pas le faire. Donc j'ai un portefeuille avec X nombre de compagnies. Donc vous le voyez souvent dans mes feuilles de calcul, ainsi de suite. Ce que je suis, ce que je connais, comme le fond de ma poche au niveau fondamental, au niveau technique, au niveau price action, et je suis à l'affût des catalyseurs et des news. Donc toujours en regardant Bloomberg, CNBC et des sources de news qui sont très impactantes, et aussi directement les banques centrales et les compagnies du Dow Jones, et ainsi de suite. Donc je sais réellement ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est mon côté hedge funds. Mon côté VC, donc venture capitaliste, donc là, il y a une promesse d'une startup, donc le bitcoin.org, qui dit qu'on va faire ça, 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 ça et ça, et maintenant, il faut voir s'ils vont le faire. Donc, je prends une partie de mon capital que j'ai risqué en wallet et ensuite dans les exchanges, mais mon côté hedge fund fait que quoi? Que j'ai toujours une politique de couverture. Et donc, là, principalement, comme je l'ai toujours montré, j'utilise des brokers dérivés qui me donnent accès comment dirais-je, qui me donne accès à des actifs dérivés à effet de levier pour pouvoir, lorsqu'il y a des baisses, mettre des short selling. OK? Donc voilà, tout simplement, c'est ça. Et maintenant, par exemple, vous voyez qu'on a le bitcoin.org. Hein. Donc on va taper ici bitcoin.org. Il est où celui-là? .org. Voilà. Là, c'est là où on a toutes les news. Donc c'est l'organisation du Bitcoin, ainsi de suite, tout ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes, ainsi de suite. Donc voilà, qui ils sont. Hein. Donc voilà. Là, c'est ça. Donc là, c'est là où on va venir prendre les news, l'introduction, c'est quoi et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Bon, là, c'est en espagnol, vous pouvez le mettre en français. Mais par rapport au dollar, vu que j'ai énoncé le dollar, ainsi de suite, là, je vais à Trading Economics. Et lorsque moi, je suis à Trading Economics, qu'est-ce que j'ai? Si je viens ici, United States, je clique sur les States, j'ai toutes les données macroéconomiques qu'il me faut.
La croissance du PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, le taux des types d'intérêt, ouais, on est à 50, la balance commerciale, donc là c'est surplus et déficit, la dette du gouvernement par rapport au PIB, donc 105%, le stock market il est où, le marché, le bon, le yield du bon et ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Tout ça, j'ai ça. Donc là, j'ai toutes les métriques que je peux analyser et aussi quand je parlais des métriques monétaires, donc au niveau de la monnaie. Donc voilà, l'inflation, je sais exactement c'est où, le prix des exportations et money. Taux d'intérêt, le taux d'intérêt interbancaire, donc des prêts entre les banques et le M0, donc money supply M0, M1, M2, tout ça je l'ai et la balance sheet de la banque centrale. Donc ça c'est le programme de QE, de quantitative easing. Donc il y a les banques centrales maintenant jouent le rôle de pourvoyeur de liquidité et ici ils ont ils ont fait un rachat d'actifs pour près de 4 trilliards. Donc, ils ont soutenu cela. Donc, en rachetant les bons, les promesses de dette. Donc là, lorsque l'argent sort de la banque centrale, le gouvernement fait une promesse de oui, je vais te repayer avec intérêt. Donc là, c'est quoi? Ben, c'est pour donner, être un pourvoyeur de liquidité avec ce qu'on appelle les assouplissements quantitatifs. Donc là, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ouais, ici, j'ai toutes les métriques qui me permettent, moi, d'évaluer le dollar américain et de savoir si oui ou non ça fait un actif attractif. Faut pas oublier aussi que le dollar américain, c'est la réserve mondiale. Maintenant, d'un autre côté, j'ai une startup, bitcoin.org, qui me ramène des promesses. Donc là, je dois avoir une approche de VC, donc de venture capitaliste, capital risque, que je vais risquer dans cette startup et en avoir un portefeuille de startup. Donc Bitcoin pour tout ce qui est paiement et ses compétiteurs, hein, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Zcash et ce que tu veux d'autre. Et après les dApps, Ethereum, EOS, Quantum, Neo, il y a pas mal d'autres choses, hein, et d'autres projets hallucinants et tout ce que tu veux du type Tron et ainsi de suite. Et Nano et Lisk et quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est ce que je vous dis. Lorsque vous devez connaître les fondamentaux, c'est important. La base du système et de la stratégie va commencer par une bonne connaissance des fondamentaux et une connaissance approfondie des actifs avec lesquels on va prendre du risque. Et sur base de ça, je dois avoir des métriques que je dois pouvoir surveiller et bien comprendre et connaître. Pourquoi? Je le dis encore, tantôt le marché peut être fondamental, tantôt il peut être technique ou purement spéculatif, et par moment une combinaison des deux. Donc il y a toujours des points de convergence et divergence. Donc là, je dessine ça pour que vous le compreniez. Ça va s'entrelacer comme ça. Donc ça, c'est ça. Ça va aller comme ça. Donc ça, c'est le fondamental et le technique. Et bon, avec le technique, je peux rajouter spéculatif, hein, parce que quelqu'un qui fait de la spéculation, il s'en fout des fondamentaux. Mais il doit connaître quels sont les faits importants. Pourquoi? Parce que là, la spéculation, elle est basée sur des catalyseurs. C'est des catalyseurs, donc des grosses news qui vont impacter et qui vont faire qu'il y ait une montée de 20, 30, 40%, ainsi de suite, comme c'est le cas du Ripple, ou le cas par exemple voilà, du Litecoin. Litecoin, je suis en train d'aller un peu plus loin dans l'investigation, et la montée qu'on a vu fortement dans le Litecoin, là on va voir ça en détail mardi, hein, je crois que c'est la journée Litecoin, parce qu'il va y avoir le LitePay et le LitePal. Donc vous voyez, c'est ça l'anticipation. Et le Litecoin Cash, c'est quelque chose qui a été complètement jeté à la poubelle. Enfin, quand je dis jeté à la poubelle, la bifurcation a été faite, mais Charlie Lee, qui est le développeur principal derrière le projet du Litecoin, ben, pour lui c'est du caca, ça ne vaut rien. Vous voyez que, vu que ce sont des codes open source, tout le monde peut faire une bifurcation comme il veut. Mais maintenant, ben voilà, faut voir dans quelles conditions c'est en train de se passer. Donc ça n'empêche pas aux personnes de faire des bifurcations comme le Bitcoin. Il y en a eu plus de 8 ou 10 bifurcations. Même là maintenant on a eu le United Bitcoin, Bitcoin Diamond ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais après il faut voir réellement le pourquoi du comment, et est-ce que ces bifurcations réellement vont réellement ramener quelque chose, ok? Donc là c'est pour en finir avec la question. Donc c'était une longue réponse en différentes parties, mais il y a des choses qui me viennent à l'esprit pendant que je suis en train de faire pas mal de choses, enfin pendant que je suis en train d'analyser ici avec vous. Donc voilà, donc maintenant bah, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, au moins, si peut-être pas répondre, mais euh, t'inspirer, voilà. T'inspirer et susciter de la curiosité, et que ça te titille les neurones et le cerveau, et que tu ailles faire encore plus de recherche et d'analyse, que tu sois honnête avec toi-même et que tu dois réévaluer. Moi, personnellement, je ne traite pas le Bitcoin face à l'Ethereum parce que voilà, ce sont deux startups très difficiles à mesurer, et en plus différentes entre elles. Donc là, je dis pas spécialement que tu fais cela, mais peu importe ce que toi tu es en train de regarder, c'est ça que tu dois avoir en compte. Donc toi ici, j'ai pu te montrer concrètement et clairement ce que je regarde comme métrique qui impacte la valeur du dollar américain, et le pourquoi et le comment moi et d'autres investisseurs en consensus décident de revendre le dollar, parce que le dollar est très attractif pour l'échanger contre des actifs à rente variable. Bitcoin est un d'entre eux, qui est une rente variable avec le stock market. Donc tu as bien vu que concrètement, j'ai pu te démontrer ici que la baisse du dollar, ça favorisait les actifs à rente variable, le Dow Jones, donc tout ce qui est actions, actifs à risque et à rente variable, et le Bitcoin d'un autre côté. Donc là maintenant, il faut le comprendre. Maintenant, ouais, cette approche et ce raisonnement concret, factuel,
pouvez-vous faire la même chose avec le Bitcoin et l'Ethereum? Vous me les mettez côte à côte, ben, que quelqu'un me fasse une vidéo. Donc là, je m'adresse pas spécialement à toi, mais là, comment dirais, c'est une question que, voilà, moi, je ne sais pas tout. Donc là, qu'on me montre, ben, voilà, quelles sont les métriques qu'une personne est en train de suivre lorsqu'elle fait du trading par rapport au Bitcoin face à l'Ethereum et qu'elle me l'explique comme ça, par A plus B, et que son raisonnement tienne la route. Et là, maintenant, bah, je comprends. Je dis, ah, ok, bon, on fait comme ça, comme ça, comme ça, bah, j'aurais appris quelque chose en plus. Mais vu que je ne sais pas, eh ben, moi, je fais ce que je sais parce qu'en faisant ce que je sais, je dégage des bénéfices et des gains de manière consistante. Et ça, et c'est en accord avec mon profil, avec mon système et ma stratégie d'opération. Et là, bah voilà, bah ça fait ce que ça fait. Ok? Donc, c'est-à-dire que lorsque je regarde par rapport au dollar et par rapport à l'euro, il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'abonner au canal. Pourquoi? Parce que lorsque je fais des analyses et du price action et ainsi de suite, ça a du sens ce que je fais. Et selon les projections, bah, on n'est qu'à regarder en archive d'où on était parti, quelles étaient les projections qu'on avait faites par rapport à cela, si oui ou non on est arrivé à ces niveaux-là. Donc là, bon, là, de toute façon, peu importe ce que je dise ou ce que je fasse, la seule et unique vraie preuve, c'est vous dans votre compte de trading ou dans votre exchange, si vous êtes en vert ou pas, dans les opérations et les prises de position que vous faites. Mais rappelez-vous ici que c'est à une vitesse. C'est quoi? Acheter bas pour vendre haut. OK? Comme je vous ai montré avec l'approche hedge fund, ben voilà, moi je peux prendre, voilà, dans ma stratégie et dans mon système, je dois pouvoir prendre avantage des baisses, donc des short selling. Ok? Donc on va arrêter là, c'était une longue émission pour finir la semaine, donc une excellente classe aussi, on va dire un cours macroéconomique et d'analyse fondamentale. Donc si vous aussi vous voulez arriver à ce niveau de génération d'idées, d'approche, de réflexion et d'analyse fondamentale, important et technique et comprendre le pourquoi, le comment vous allez vendre, enfin échanger votre dollar contre une crypto ou contre quelconque investissement que ce soit, une adresse, le www.jctune.com. Comme je le disais au début d'émission, il y a beaucoup de solutions et beaucoup de services, principalement l'éducation financière. En cliquant ici, vous allez avoir accès à un PDF qui va vous expliquer le contenu des vidéos consulting. Vous l'aurez aussi dans la description de vidéo ici plus bas, et ainsi que des formalités pour pouvoir me contacter. Donc, on a les vidéos modules, les Global Crypto Research, on a les consulting one-on-one, donc qui vont vous permettre de m'avoir moi à votre côté pour le consulting. Et on a le CryptoTech Portfolio, donc là c'est le consulting one-on-one, les Global Crypto Research, les vidéos modules, et en plus de ça, la gestion du risque et génération d'idées et d'analyse fondamentale et techniques comme vous avez vu en rapport à ce que vous avez en portefeuille, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas, ben, vous permettre d'avoir de la couverture, de l'assurance pour vos portefeuilles et avancer tranquillement en déterminant qui vous êtes vous. Donc, quel est votre profil? Trader, spéculateur et investisseur, et mettre un système, une stratégie en place qui va vous permettre de générer des gains dans le long terme. Donc, mettre tout ça en place. Mais tout ça est fait sur base d'éducation financière. Donc là, on travaille en one-on-one, vous et moi. OK? Bien sûr, n'oubliez pas, vous avez tous les médias, tout ce qu'on a ici en archive. Dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur l'un des liens pour être redirigé vers la plateforme de paiement où vous allez pouvoir faire un dernier check, hein, donc vraiment vous assurer, voir les prix et voir exactement ce qu'il vous faut. Rappelez-vous qu'en plus de ça, les, euh, il y a aussi les vidéos consulting et l'analyse d'actifs, hein, ici. Donc là, contactez-moi directement ou bien vous m'envoyez un message, je vous répondrai pour donner plus d'amples informations. Dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. En cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois sur la plateforme, bah, vous rentrez vos informations et rappelez-vous, pour moi, je vous demande toujours quoi? Un numéro de téléphone portable et une adresse email principalement. Et le mieux, c'est une @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager, si vous êtes en consulting ou quoi que ce soit, bah, les feuilles de calcul et tout ce que l'on fait. Et si vous prenez les vidéos modules, bah, pour vous partager le document PDF en Google Docs, et le Google Docs et le PDF, et aussi l'accès à la playlist des vidéos privées. Donc là, vous cliquez sur l'achat. Donc là, c'est un achat totalement sécurisé. Et pour ceux qui n'auraient pas PayPal, ou bien si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme de PayPal, en cliquant sur le lien que vous voyez ici affiché à l'écran, là vous êtes redirigé vers un espace de paiement qui va vous permettre de payer avec carte de crédit, carte de débit. Rappelez-vous que PayPal aussi vous le permet, mais si vous rencontrez des problèmes, ben voilà, il y a une alternative. Et donc là, vous avez exactement tous les mêmes services et toutes les solutions qui sont là. Choisissez celle qui vous convient le mieux et juste cliquez dessus pour la rajouter à votre panier et procéder à un achat. Ok, donc ne vous inquiétez pas au niveau de la langue. Là, les algorithmes sont intelligents, ils vont vous le traduire directement. Vous rajoutez cela à votre panier, vous vérifiez bien plutôt. Une fois que c'est OK, vous finalisez la commande et donc là, vous pouvez rentrer vos informations de paiement. Et ici aussi, je demande aussi une adresse @gmail.com. Si toutefois elle n'est pas inclue, ben là, je reviendrai vers vous
dès que votre paiement a été validé, ben, pour vous la demander et ainsi vous donner accès au matériel. Donc là, lorsque c'est le Trading Wall Street, donc le streaming, donc les vidéos, donc accès à la playlist de YouTube et le document PDF et le document Google Docs. Pourquoi? Ben, lorsqu'il y a des actualisations, ben, comme ça, vous le recevrez automatiquement. OK? Donc tout est là. Donc voilà, donc là, vous avez tout ce qu'il faut et vous savez exactement ben, comment pouvoir accéder aux services, aux solutions accessibles à toutes les bourses et aussi comment pouvoir vous connecter avec moi. Tous les liens, tout ce qu'on a vu, les articles, ainsi de suite, tous les liens vers les PDF, le programme, des modules et tout, comment payer, tout ça, ça va être dans la description de vidéo ici dans YouTube. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. OK? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une très longue émission, 1 heure et demie d'émission, mais c'était bon. Pourquoi? Parce que c'était une classe et donc en même temps on en a profité pour faire cela, répondre aux questions de J. Charnès, répondre aussi, bon, rajouter aussi le nano pour crypto BTC. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a aidé et aussi que la réponse à ces questions ont pu aider ben, les abonnés et les utilisateurs du canal parce qu'on est une conscience et voilà, tout le monde ne sait pas tout. Moi-même, je ne sais pas tout. Donc voilà, je ne suis pas le plus riche ni le plus intelligent. Ici, je partage avec vous mon expérience et ça va pouvoir aider bon nombre d'entre vous. Ok, donc profitez bien du contenu du canal. Un grand merci à tous ceux qui commentent et qui soutiennent et qui reconnaissent la valeur fournie ici. Et donc voilà, donc là, si votre souhait est d'aller de l'avant et de combler vos lacunes et vos carences, eh ben, vous avez l'adresse www.jstume.com, vous avez les services et les solutions. Et donc voilà, donc là, je serai ravi de travailler avec vous. Ok, un grand merci. Ben, bon début de week-end, bon vendredi, reposez-vous bien, bon week-end et on se retrouve demain pour le crypto trading. Bye bye.